pardon, et voilà. Et comme ça, vous pourrez également partager le webinaire à des collègues ou tout un chacun qui aurait envie de visionner ce webinaire. Une deuxième précision, Quentin donc va se servir en support d'une présentation qui nous mettra à disposition et donc avec son accord, je vous la partagerai pour que vous puissiez regarder à tête reposée tranquillement chez vous si besoin. Alors, pof, 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 que je retrouve rapidement mes petites notes. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, Quentin, donc les participants ont pu mettre leurs attentes. Et globalement, de ce webinaire, ils attendent 5 points principaux. Majoritairement, c'est mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles, notamment sur ces concepts de l'agriculture bio de conservation, qui est relativement nouveau. On commence de plus en plus à en parler. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est le lien avec l'agriculture bio pour ceux qui ont voilà, envie de travailler sur l'agriculture bio, mais également la question des nouvelles techniques. Est-ce que le non-labour, voilà, c'est viable? Est-ce que on peut se permettre de le faire? Donc tout ça vraiment d'un point de vue un peu plutôt personnel, mise à jour des connaissances. Le deuxième point qui est important aussi, qui revient beaucoup, c'est comment j'applique ça moi en tant qu'enseignant formateur ou même DEA dans ma pédagogie. Comment je peux l'enseigner à des jeunes dans des cours, que ce soit d'agronomie, même de l'agroécologie, avec différents niveaux de classe, des STAV, des BTS, etc. Et répondre finalement aux questions que peuvent se poser aussi des élèves et qui reviennent de manière plus fréquente. Un troisième point qui est très intéressant, c'est le lien avec les projets d'exploitation et en fait la pratique des directeurs d'exploitation qui se posent des questions. Dois-je aller vers le bio? Si j'y suis déjà, est-ce que je peux aller plus loin, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt sur la ferme, on va dire, des lycées agricoles. Et enfin, les 2 points d'après, eh ben, c'est à titre personnel pour découvrir, pourquoi pas s'inspirer, et également s'enrichir à titre personnel pour une adaptation au poste aussi, pour acquérir de nouvelles compétences. Donc, on rejoint un petit peu finalement le premier point. Donc, désormais, moi, je suis Julien Leroy, je travaille à la Bergerie nationale de Rambouillet en tant que chargé de projet. Et donc j'organise une dizaine de webinaires qui iront de septembre, étant ce premier arrivant maintenant, jusqu'à juin, sur diverses thématiques. J'ai essayé de mixer pédagogie et technique pour intéresser tout le monde. Et aujourd'hui nous avons avec nous donc Quentin Sengers, ou Sanger, je sais pas comment on dit, excuse-moi. Sans Gers, tu peux dire comme le Gers. Sangers, très bien. Quentin Sangers, donc qui travaille dans l'association des décompactés de l'ABC. Je ne vais pas en dire plus, je le laisserai se présenter. Il est venu avec Monsieur Germain Goujon, qui est un agriculteur pionnier de l'ABC en Mayenne, et également administrateur de l'association. Je le laisserai également se présenter. Et j'ai voulu aussi avoir cette rentrée aussi pédagogie, c'est-à-dire est-ce que on parle un petit peu d'ABC déjà dans l'enseignement agricole public. Et donc pour cela, j'ai avec moi donc Bernard Beaufils qui sera aussi accompagné de Cécile Hébert, qui sont tous les deux enseignants en agronomie à Naturapolis, Naturapolis se trouvant à Châteauroux. Ok, alors rapidement le programme. Si tout le monde voit mon écran, ah oui, excusez-moi, avant de démarrer vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et à la fin, en fait, du webinaire, on aura un temps où moi, pendant que vous les posez, lorsqu'il y a quelque chose qui vous chafouine ou quoi que ce soit, je les récupère et comme ça, à la fin, je ferai un petit résumé pour Quentin et Bernard et les collègues, justement pour que ce soit plus facile pour eux et qu'ils puissent répondre à vos questions. Alors, comment ça va se dérouler maintenant? Alors, le premier point, c'est l'ABC. Qu'est-ce que c'est? Évidemment, on va pas lancer une thématique sans savoir ce que c'est. Donc, on nous présentera l'émergence du concept, finalement, et les enjeux également attenants. Derrière, nous aurons, comme je le disais, un retour d'expérience de la part de notre agriculteur Germain Goujon, qui présentera un petit peu sa démarche, les essais, ses réussites, mais aussi les difficultés. Euh, on s'attardera après sur moi en tant que prof, comment je l'enseigne, voilà, et quelle porte d'entrée, quelles questions fréquentes se posent mes élèves. Enfin, nous verrons des exemples supplémentaires de pratiques, d'exemples concrets d'itinéraires. Vous inquiétez pas, Quentin m'a dit qu'ils avaient énormément de matière, énormément de choses, donc faudra pas hésiter à poser des questions et à être curieux. Et comme je vous l'ai dit, la fin, ça se résumera à échanger ensemble, poser des questions, et si on n'a pas assez le temps en 2 heures de faire le tour, eh bien moi je récupérerai vos questions, je les enverrai et j'essaierai de vous faire un lien après coup. Voilà, donc maintenant je laisse à Quentin
la possibilité de se présenter et je te redonnerai la main ensuite pour que tu puisses partager tes diapos, pardon. Ok, très bien. Donc Quentin, bonjour Quentin Sangers, donc animateur national, coordinateur de l'association Les Décompactés de l'ABC, que j'ai présidé aussi, co-présidé pendant 3 ans bénévolement. Et depuis un an, je suis salarié à mi-temps parce que j'ai un projet d'installation à côté de Toulouse, donc en arboriculture et maraîchage avec un associé et peut-être d'autres, c'est de la pluriactivité. Voilà, et l'association Les Décompactés de l'ABC, c'est national, donc on bouge beaucoup. Et je pense que je vais pas plus loin, non, Julien, dans la... Enfin, je suis agronome de formation, j'ai fait un DUT génie bio, quand même, et ce qui m'a beaucoup peut-être servi, c'est le fait d'aller étudier aussi aux États-Unis les sciences hydrologiques et sciences du sol en parallèle de mon diplôme d'ingénieur à Purpan, qui était très axé aussi avec un parcours particulier sur l'agriculture durable en lien avec l'Université du Dakota. Voilà un peu pour le parcours. J'ai travaillé 4 ans pour le réseau bio FNAB et j'ai travaillé un an pour un espace test agricole aussi à côté de Toulouse, euh, accompagné de l'installation surtout de maraîchers. Voilà, on va dire pour l'essentiel. Et je passe peut-être la main à Germain, présenter très rapidement Ouais, tout à fait. avant la présentation de la ferme. Bonjour à tous, Germain Goujon. Donc, je suis installé depuis 2011 sur une ferme en polyculture élevage en Mayenne. Donc, membre des Décompactés depuis la création. Est-ce que J'avais fait un BTS Sax au lycée agricole de Laval. Voilà. je sais pas si on a des représentants de Laval en tout cas ici. Merci. Est-ce que Bernard, rapidement, tu peux également te présenter? Oui, bien sûr. Déjà, un petit point, c'est que Cécile est sur le terrain avec les étudiants. Je ne sais pas si elle va se libérer, j'espère. Sinon, je suis enseignant en agronomie, donc au lycée Naturapolis. J'enseigne essentiellement en BTS ACD, agronomie culture durable. Et je fais partie aussi de la commission d'exploitation, qui est un support pédagogique sur notre établissement. Ok, bah très bien. Bah merci beaucoup. Bah, je te laisse Quentin enchaîner avec la présentation de l'ABC et tout ce que cela implique. Ok, est-ce que vous avez bien un écran là en votre présentation? C'est bon. Introduction, ouais, c'est Ouais. bon. Ok, donc d'abord en introduction, moi je suis très content d'être là et parce qu'on fait différentes interventions. Déjà, il y a des compactés de l'AVC pour le CFPPA de Saint-Afrique. On a l'Université de Toulouse qui est adhérente aussi, donc on fait des interventions pour But, agronomie et aussi, j'ai plus les noms, désolé, des acronymes mais différentes formations au chef d'exploitation agricole aussi. Voilà, à chaque fois, c'est un peu le même axe thématique qui est celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de présenter loin des dogmes, avec beaucoup de rigueur scientifique sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, vis-à-vis de l'ABC, qui est un sujet qui passionne au croisement sémantique de l'agriculture régénérative aujourd'hui, de l'agriculture raisonnée hier, du HVE. Enfin voilà, il y a énormément de termes autour de l'agronomie, donc la science de l'agriculture. Et donc, je vais commencer par faire un petit point très terre à terre sur l'origine de l'AB, l'origine de l'AC, très rapidement. Et du coup, l'origine de l'AB plus AC égale ABC, et comment nous, aujourd'hui, on appréhende le sujet au décompacté de l'ABC, et vous parler un peu des acteurs qui travaillent sur l'ABC. Donc, je te laisse, Julien, être maître du temps. Ouais, bah t'as un Alors, petit quart d'heure. T'as un petit quart d'heure. j'ai un petit quart d'heure, c'est très bien. Tac, et donc là, voilà. Donc ça, c'est pour passer très vite, mais savoir aussi d'où on vient. Et là, on parle d'agriculture qui n'est pas hydroponique, donc en lien avec le sol. Et nous sommes des humains imparfaits, et donc on a aussi des compétences aujourd'hui qui sont très liées à l'histoire agricole. Et on a une histoire en France qui est très impactée par le baby-boom et l'industrie à l'époque de guerre, donc qui s'est transformée en industrie agricole. Et donc ce qui a vraiment modifié nos campagnes et les sols et la vie du sol, qui va nous intéresser en agriculture bio de conservation. Donc, par rapport à ça,
il y a différentes voies et on va voir que la nature, bah, si on redescend à un niveau vivant du sol et de savoir-faire paysan, ben, on va redescendre à un niveau territorial et des compétences qui vont être dépendantes des pédoclimats, des filières agricoles et donc plus de complexité, donc qui va être très intéressante. Mais du coup, on va ça creuse la tête, quoi. L'agriculture bio de conservation, elle a différentes sources. La première source, la plus ancienne, c'est en lien avec l'école Steiner et l'approche biodynamique. Surtout, je parle de la France, donc qui est arrivée en fait sur des fermes dans l'est du département en lien avec la Suisse et l'Allemagne. Il y a la façade ouest dans les années 70 avec la méthode Le Maire-Boucher, l'utilisation d'algues et vraiment les bases de l'ABC dans le sens où il y avait un travail du sol sans retournement profond. On va faire composter des matières organiques d'élevage. On va amener des algues en fait qui sont source de magnésium pour prendre soin du sol. Donc plusieurs pratiques étaient vraiment méthode Le Maire-Boucher sans produits phytosanitaires et sans engrais chimiques. Euh, et en fait, en lien avec la crise de la vache folle, notamment dans les années 80, et enfin, plusieurs scandales sanitaires et une demande du consommateur d'avoir de la traçabilité, est créée en 85, votée en 84 et mise euh, le cahier des charges édité en 85 en France, l'agriculture biologique. Il y a une homogénéisation au niveau européen qui se passe, voté en 91, et j'ai mis l'ancien logo et le nouveau logo, euh, mis en route, on va dire, en 92. En parallèle, il y a énormément de labels et de choses qui pullulent et c'est toujours très organique. Il y a une évolution du cahier des charges un peu de la bio, mais globalement, les fondements restent là et on va voir qu'il y a deux, trois soucis. Les fondements de l'agriculture de conservation. Là, quand même, si on revient sur la bio, il y a un truc qui est très important, c'est que ça vient aussi beaucoup de la société, du consommateur. Et sur les pratiques, ça a un impact énorme. Et là, à l'inverse, en fait, l'agriculture de conservation vient on a entendu parler du Dust Bowl dans les années 1930. Euh, donc, on a travaillé les sols du Middle West. Je renvoie vers une vidéo là qui a été éditée sur YouTube qui présente très bien, au niveau scientifique, un peu ce qu'a été le Dust Bowl pour les Américains et donc des gens qui mouraient de pneumonie, des tempêtes de sable énormes parce que on a travaillé le Middle West américain avec en fait, et l'homme a aggravé une situation climatique de sécheresse. Qu'il faut le dire, hein, c'est pas seulement l'homme qui s'est tiré une balle dans le pied, mais globalement, en transformant, et donc là c'est le schéma très simplifié, hein, mais en transformant des prairies à l'agriculture céréalière, on a diminué les stocks de matière organique et on a augmenté en fait la stabilisation d'une boucle négative où il y avait de moins en moins d'eau, moins en moins de précipitations, de plus en plus d'épisodes de tempêtes sans eau, et donc ça est devenu très catastrophique, euh, ce qui a mené finalement à la création de l'agriculture de conservation, du NRCS, enfin de beaucoup d'organismes aux États-Unis. Et donc là, je peux en parler. Dans l'Indiana, par exemple, 75% des terres sont en semi-direct aujourd'hui. Donc on a un autre sujet qui est l'usage des OGM, de l'atrazine, voilà, de la pétrochimie. Mais au niveau du travail du sol, il y a un gros soin euh, à essayer de préserver le sol par rapport à l'agriculture de conservation. Donc, ça aussi, c'est des slides. Voilà, je ne vais pas tout détailler, mais c'est pour que vous ayez le contenu par la suite. Il y a vraiment d'avoir conscience et de prendre du recul au niveau sociétal. Voilà, nous sommes dans dans un moule et dans un socle de connaissances partagées qui n'est pas en fait du tout, on va voir, enfin, pour aller vers l'ABC et réussir en ABC, ben, on va être en décalage. Et on part avec plusieurs enjeux, donc voilà, une empreinte écologique de l'agriculture très forte, bah, des sujets que vous savez. Donc je vais pas redétailler et j'ai mis à chaque fois, autant que faire se peut, les sources bibliographiques. L'ABC, c'est quoi? C'est la réunion de l'agriculture biologique, donc qui est sans produit de synthèse, avec, on cherche à faire des rotations d'associations diversifiées pour une alimentation saine. Euh, L'agriculture de conservation, qui est vraiment sur trois piliers. Euh, Zéro travail du sol,
couverture maximale dans le temps et dans l'espace, et rotation des cultures. Là, l'agriculture biologique de conservation, c'est la réunion des deux. Euh, et sachant qu'on a du coup voilà, deux gros soucis dans chaque chapelle, si je caricature, qui est que la bio ne traite pas le sujet du travail du sol dans son cahier des charges. Donc, on peut être en agriculture bio stricto sensu au cahier des charges et faire n'importe quoi avec ces sols et les détériorer plus qu'en agriculture de conservation, qu'en agriculture conventionnelle. Je pèse mes mots. Et inversement, il y a un sujet peut-être de santé publique, de pollution diffuse, de stockage dans les sols de différentes molécules. Et je pèse mes mots aussi sans jugement et sans dire que, sans faire de lien direct. Mais voilà, il y a cette question-là. Et le cours la conclusion, pardon, de mon cours de Soil Science aux États-Unis, c'était les produits phytosanitaires et les engrais chimiques rendent l'agriculture, pardon, plus productives, mais durablement dépendantes de leur utilisation. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi une conscience. Voilà, donc comment on joue avec peut-être ces deux extrêmes. Et donc, effectivement, l'idéal, ce serait de faire les deux. C'est souvent dit comme le Graal de l'agriculture, l'ABC, beaucoup défini par Maurice Clerc à l'époque, il est à la retraite maintenant, du FIBEL suisse, qui est un des plus anciens centres de recherche sur l'agriculture biologique en Europe. Et pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on ne le creuse pas plus, cet ABC? Nous, notre facteur explicatif, il s'appelle le facteur EP, rentre dans le rang pour historique, égaux et politique. Voilà, qui sont sans, encore une fois, et je pèse les mots sans jugement. Il y a des historiques qui font qu'on a développé telle ou telle voie, on laboure, on ne sait plus forcément pourquoi, mais on laboure. On ne se parle plus entre structures parce que ça a toujours été comme ça, ou qu'il y avait des anciennes guerres de chapelles. Il y a différents égos et tout le monde ne va pas chez un psychothérapeute. Et il y a des enjeux politiques très légitimes, mais voilà, un groupe d'agriculteurs qui travaille avec une ADR ou la Confédération paysanne sur l'ABC va pas mutualiser ces informations forcément avec une chambre FNSEA, par exemple. Très important aussi, je l'ai écrit parce que l'agriculture biologique de conservation, ce n'est pas que le semi-direct en bio. Souvent, on parle de ça et on est très d'accord avec des détracteurs qui diraient ça ne marche pas l'ABC, de but en blanc comme ça, il faut rentrer dans les détails. Le diable est dans les détails. Et effectivement, appliqué à tel système, voilà, c'est un sujet complexe. Donc, il y a du semi-direct qu'on peut réussir en bio dans des fermes en ABC, mais si ça devait se résumer à une phrase, c'est comment je comprends mieux la fertilité globale de mon sol et j'essaye de penser mon travail du sol, donc de limiter au maximum parce que je suis conscient que potentiellement ça nuit à mon capital sol, mais comment je raisonne mon travail du sol dans le contexte de l'agriculture biologique, donc avec des engrais organiques euh, et le moins de produits phytosanitaires, sachant qu'il y a certains produits phytosanitaires, effectivement, qui sont utilisables en bio. On pourra en parler s'il y a des questions sur notamment le cuivre en vigne ou voilà, différents sujets. Ce n'est pas manichéen. Donc l'approche, je finis sur l'approche des décompactés. Donc souvent, bah, quand on fait beaucoup de formations auprès des agriculteurs ou de conférences, voilà, qui veut la recette de l'agriculture biologique de conservation, tout le monde est présent. Maintenant, quand on explique, et c'est le cas, qu'il y a des pionniers, en fait, ça marche déjà à certains endroits en France, mais que la recette, ça va être d'essayer. Qui veut y aller? Bah là, il y a moins de candidats et ça s'explique. On ne juge pas. Et encore une fois, et même qui voudrait accueillir des essais ou partager ses erreurs, là, il y a encore moins de personnes. Et effectivement, bah, là, quand on creuse, c'est des choses que vous connaissez, je pense aussi sur les exploitations des lycées agricoles, c'est qu'il y a d'abord des gros freins économiques. On est le nez dans le guidon, on est en mode survie aujourd'hui dans beaucoup de fermes en France et ailleurs d'ailleurs. Euh, et donc, il y a de facto, on va pas prendre des risques et se décaler de son savoir-faire. En plus, on nous dit qu'il y a des warnings partout, ça risque de pas marcher et tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, et ça croise avec le manque de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la recherche derrière qui donne les solutions, il n'y a pas forcément les instituts techniques, il n'y a pas forcément moi-même ou mon père qui m'a transmis un certain savoir-faire, je n'ai pas forcément le savoir-faire, donc il faut que je l'apprenne. Donc je m'expose à des risques.
Il y a des freins structurels. La coopérative, elle veut pas forcément des mélanges de cultures. On a enlevé toutes les haies, donc on va pas forcément remettre de l'agroforesterie. Euh, quel accompagnement des banques, des assurances par rapport à toutes ces nouvelles pratiques. Et je finis par le plus important, qui est au milieu de tout ça, et vous avez bien compris que tout se nourrit, les freins psychologiques, c'est-à-dire dans quelle situation je me trouve, est-ce que je suis épaulé, est-ce que je suis dans un groupe, est-ce qu'on me soutient à changer, etc. Donc, à tous ces freins, il y a des solutions pour desserrer ces freins à main. Et donc, j'ai la chance d'avoir Germain et d'autres pionniers ou agriculteurs décompactés du cerveau, en tout cas, qui font des choses. Et en faisant des choses, ben, on monte en compétences. Et donc, c'est des systèmes qui vont vers l'ABC. Donc, on essaye d'animer un interréseau. Donc, c'est pas notre réseau. Et je pèse encore une fois mes mots. Voilà, il y a plein de gens qui travaillent sur l'agriculture bio de conservation, réseau CIVAM, FNAP, Chambre d'agriculture, toutes les casquettes politiques. Donc, on essaye de trouver ce qui rassemble et faire diffuser l'information avec des ontologies scientifiques, une démarche d'amélioration continue, en faisant de la veille, en partageant. Et donc, les enjeux là, c'est voilà, comment on favorise la créativité, on permet aux agriculteurs d'essayer de manière sécurisée parce qu'on peut le faire et tout ça pour essayer d'aller vers le soleil de l'ABC. Et encore une fois, j'ai mis un gros point d'interrogation parce que la recette, c'est de la méthode. Donc, en fait, chaque système sera différent. Si vous êtes venu chercher une recette, je pense vous en doutez, elles sont multiples. Et j'ai pas toutes les réponses. Donc, il me reste 5 minutes là? Il me reste combien de temps? Là, il te reste 4 minutes, allez. Ok, très bien. Donc là, je vais le redétailler ensuite. Mais donc, concrètement, dans les champs, les pratiques ABC, c'est quoi? C'est une boîte à outils. C'est une boîte à outils qui se base sur un pédoclimat. Et un pédoclimat, il y a un potentiel et il y a l'état dans lequel il est. Est-ce que c'est saturé de raies gras? Est-ce qu'on est déséquilibré au niveau flore, champignons, bactéries? On en est où en fait? Est-ce que c'est compacté? Un contexte aussi humain, quelles compétences de l'agriculteur? Est-ce qu'il aime souder? Est-ce qu'il est un foot génétique? Est-ce qu'il adore labourer? Voilà, est-ce que cette personne a envie de changer ou pas? C'est ce que c'est lui qui demande, etc. Et quelle situation économique? Est-ce qu'on peut investir dans du matériel ou pas? Comment je pars? Et donc là, il y a des axes thématiques. L'ordre, il est subjectif. Je vais en reparler après. C'est une boîte à outils, donc on peut mettre des nouveaux outils, d'où l'axe 10, qui sont les thématiques émergentes moins répandues. Et cette boîte à outils, on rassemble ici qu'est-ce que font aujourd'hui les agriculteurs dans les champs et quelles sont les connaissances en lien de la recherche scientifique et quelles sont les pistes exploratoires et les invitations inspirantes qu'on peut suivre. Voilà, donc là, forcément, on va parler de travail du sol, connaissance génétique des cultures adventices, tous les couverts végétaux, culture intermédiaire multiservice, il y a plein de termes, tout ce qui est culture associée, agroforesterie, tout ce qui est biostimulant, apport exogène, BRF, compost, basalte, diversification des assolements et jachère intelligente dans les systèmes céréaliers. Donc, c'est là où j'ai dit à Julien, j'ai 125 diapositives et encore, j'ai réduit énormément. Donc, je vais balayer ces axes en la commande. C'était aussi des exemples d'itinéraires techniques. Donc, on va laisser la place surtout à Germain pour un partage d'expérience. Et moi, je donnerai des compléments et vous aurez l'essentiel du diapo. Et oui, et j'avais oublié de mettre que la base de tout ça, c'est de sortir du brouillard. Donc, on ne change pas de pratique si on va pas faire un coup de bêche ou un coup de télescopique ou une analyse de sol. Enfin, on s'intéresse à son sol, quoi. Et on sait d'où on part, sinon on prend énormément de risques. Et avec la récente crise du bio, depuis les années Covid, les facteurs aussi de réussite clairs de l'agriculture de conservation, c'est d'avoir de l'élevage sur la ferme ou être en lien avec un éleveur sans terre qui vient pâturer des couverts ou pouvoir faire des échanges, paille fumier. En tout cas, d'avoir un lien à l'élevage, ça sécurise énormément. Et la diversification. Donc, est-ce que je transforme sur ma ferme? Est-ce que je suis en capacité de stocker? Est-ce que même si je suis en circuit long, je vends à différentes structures? Comment je gère finalement la valeur ajoutée de ma production. Voilà, et ça, je vais en reparler aussi dans les ressources tout à l'heure, mais donc c'est pour vous dire la pelote de laine qui est aujourd'hui toutes les structures qui travaillent sur l'agriculture bio de conservation de près ou de loin. On peut, euh, on peut détailler le réseau Format Bio, tiens, non, mais dans l'enseignement agricole, donc on est en lien, ça n'est pas exhaustif, hein, c'est les structures avec qui nous sommes en lien direct
Et donc, on peut quand même voir qu'il y a en bas à gauche toutes des structures nationales d'émergence citoyenne depuis les années 2010 qui s'emparent du sujet avec un peu un constat, il y a urgence, là on arrive au mur, et le canal historique des structures de développement, ben, vous n'y arrivez pas, donc nous on va le faire, quoi. Donc c'est pas forcément un long fleuve tranquille entre les structures qui sont un peu plus en haut, donc soit canal historique agriculture de conservation ou canal historique bio. Donc, vers de terre production, réseau base, les arbres et paysages, voilà, tous ces réseaux-là. Il y a un gros lien international. Ça, si vous avez des questions, où je reviendrai après sur les différentes ressources, si j'ai le temps, en fin de webinaire. Ouais, Merci. on est pas mal là. Ouais, c'est nickel, Quentin, c'est bien dans les clous. Merci beaucoup pour cette entrée en matière et maintenant je vais demander à monsieur donc Germain de bien vouloir voilà présenter un petit peu sa démarche, pourquoi s'être lancé et derrière présenter voilà son expérience à tout le monde. Merci. Et pour ce faire une bonne demi-heure. Voilà. Ok. Et là, donc on a fait le choix avec Germain, donc il va présenter globalement son système et après détailler. Il a vraiment fait des essais poussés, donc des expérimentations en ABC. Et il pourra revenir si vous avez des questions de détail de son système. Mais encore une fois, c'est énorme. Donc, Germain, c'est à toi. Je passe les diapos quand tu me dis. Ok. Bonjour. Oui. C'est énorme. Je sais pas. Je suis pas si sûr. Oui, installation en 2011. Donc sur une ferme en polyculture élevage. 100 hectares là, oui, un peu plus aujourd'hui. Sur des sols plutôt séchants, avec une pluviométrie voilà, qui correspond à notre région et beaucoup de coteaux. Donc la ferme, il y a quasiment deux tiers en prairie naturelle. Donc sur la partie en rotation, on a deux tiers de culture et un tiers de prairie temporaire sur la partie en rotation. Donc la base du système est l'élevage bovin pour valoriser ces prairies naturelles. Donc aujourd'hui, on a 100 UGB allaitant, donc vaches allaitantes avec production de bœufs et aussi une part d'élevage de veaux laitiers sous vache nourrice pour une production de bœufs aussi. L'idée est de valoriser les mâles pour éviter qu'ils partent en filière industrielle. Donc voilà pour la ferme et les cultures qu'on peut produire c'est blé panifiable, blé févrole, tournesol, colza et orge brassicole. Voilà pour les principales. Le matériel, donc tout le matériel de la ferme est en CUMA et donc on a accès à peu près à tout ce qu'on veut, de la charrue au semoir SD, en passant par les déchômeurs à disque, à dents, rota, combiné, tout le matériel de fenaison est également en CUMA. Donc voilà, pour une taille de ferme moyenne, on a du matériel assez performant et donc c'est assez agréable et de la diversité. Bon, après, il faut s'organiser dans les plannings, mais ça permet aussi de discuter avec ses collègues et de maintenir du lien social. Euh, donc, oui, installation en 2011. Et donc, le sol, ça a toujours été quelque chose qui m'a préoccupé depuis les études. J'ai pu lire des bouquins quand j'étais au lycée. Voilà, donc à l'installation, c'était quelque chose enfin, j'ai pu aussi faire des expériences un peu chez les parents avant l'installation. On avait remplacé mes parents avec mon frangin pendant un an et déjà on avait fait quelques essais pour rigoler. Euh, voilà, et donc à l'installation, bon, déjà, au départ, c'est les enjeux économiques, il faut d'abord réussir à produire. Donc on a démarré un peu sécure et puis petit à petit, on a essayé de réduire le travail du sol, diversifier les assolements et, et voilà, itinéraire simplifié, mais pas si simple que ça. Voilà, donc il n'y a pas d'irrigation. Et ouais, après, je sais pas si je reviens dans les détails. Ouais, c'est quoi la suivante, Quentin? Euh, on est sur Voilà. la. Ouais, Donc, après, c'est ouais, bah, je peux les parler de la points rotation, techniques. du coup. Ouais. Je peux aller assez vite sur la rotation. Ou alors aussi, en général, les axes qu'on travaille, du coup, sur la ferme en lien avec la l'ABC. Donc, c'est la réduction du travail du sol, et pas la suppression, hein, pour l'instant. La place de l'arbre. Euh, voilà, on a pu retrouver les photos de 1950 de la ferme. Tout était partagé en 2 hectares. Et quand on est arrivé, là, il y a deux parcelles de 12 hectares qui touchent le corps de ferme où il n'y avait pas un seul mètre de haie.
Donc on a commencé par redécouper, déjà refaire le tour et puis redécouper en 4 hectares. Donc ça, c'est une première chose, c'est pour nous hyper important pour la biodiversité, pour le carbone. Et aujourd'hui, on se sert du bois en bois déchiqueté. On en vend un peu en chaufferie, mais aussi on s'en sert pour la litière, donc qui retourne au sol à un moment donné par les fumiers, donc apport de carbone. Et ça, c'est vraiment un axe important pour le côté ABC parce que voilà, c'est une zone d'élevage, mais nos sols sont étaient quand même à que 2,5 en matière organique et on remonte gentiment, mais pas très vite. Et, euh, et c'est vraiment important d'avoir de la matière organique pour pouvoir produire de la biomasse et enclencher le cycle. Donc voilà, ça c'est un autre point. On fait attention aux équilibres chimiques. On a fait des analyses de sol. On n'hésite pas à ramener des éléments quand il en manque, toujours pour l'objectif de maximiser la biomasse et de ramener du carbone dans le sol. Voilà, et après on bosse sur le mulchage des couverts. Donc couverture permanente, pas forcément avec des couverts permanents, mais dès qu'on fait une moisson, on a un semi couvert ou des repousses quand elles sont convenables dans la foulée. Mulchage des couverts au printemps, apport de rééquilibrage, et aussi la gestion du pâturage. Donc les prairies temporaires sont effauchées et pâturées. Et donc, quand on pâture, on essaye au maximum d'éviter le surpâturage. Et donc, on est en mode pâturage tournant, un peu régénératif, un peu de stock sur pied. Voilà, tous ces sujets aussi sont importants pour régénérer le sol. Et donc, l'agriculture biologique de conservation, pour nous, c'est bien comment, voilà, à l'installation, on a une ferme, on nous confie une ferme euh, pour, euh, pour s'en occuper toute la carrière. Et comment on peut essayer de pas trop détruire ce qu'on a au départ pour pouvoir continuer à produire. Et j'espère faire même mieux que de pas trop détruire, c'est plutôt aggrader le sol et sortir à la fin avec quelque chose qui est plus vivant que ce qu'on a pu trouver en arrivant, quoi. Donc c'est vraiment l'objectif. Mais tout en produisant et en ayant une rentabilité économique pour faire vivre la famille et en bossant raisonnablement. Alors ça, je suppose que c'est raisonnablement, mais voilà, c'est important aussi. Donc on peut aller ouais, sur des itinéraires plus précis, plus précis. Déjà la rotation, alors elle évolue, hein, elle est jamais figée, mais un objectif qu'on avait là depuis les 5 dernières années, qui évolue un petit peu avec la part viande qui est plus intéressante que céréales aujourd'hui en bio, mais là on était sur 50 cultures et 3 ans de prairies à base de luzerne, enfin des luzernes diversifiées. Donc la rotation qu'on essayait de mettre en place, c'est blé, ensuite colza, ensuite culture de printemps avec ensilage de métail avant, blé févrole après la culture de printemps, et l'orge de printemps derrière le blé févrole pour réimplanter la luzerne. Donc le but, c'est d'avoir des cultures qui se suivent le plus près possible. Donc parce que les couverts, c'est aussi des coups, donc si on enchaîne des cultures, c'est encore mieux. Donc le blé se fait aussitôt après la luzerne. Donc là, il n'y a pas de trou. Le colza, on peut en reparler après, mais colza opportuniste qu'on sème comme un couvert très tôt après la moisson. Euh, voilà, donc on n'est jamais déçu parce qu'on fait comme si on se met un couvert avec du colza fermier qui coûte pas très cher et si c'est un colza, on est content. Si c'est autre chose, c'est autre chose derrière parce qu'on peut repartir avec une céréale à l'automne ou une céréale au printemps. Ensuite, on laisse les repousses de colza et on vient ressemer un métail en TCS à l'automne pour l'ensiler au printemps. Mulchage avec ou sans travail profond et semis de culture de printemps qui peut être tournesol ou maïs, ou on fait un peu de pommes de terre aussi, et de temps en temps un peu de sarrasin. Et ensuite, on enchaîne sur un blé févrole qui, derrière une culture de printemps propre, ça a fait l'objet de nombreux essais sur la ferme. On peut soit le faire en SD ou en TCS superficiel, puisqu'on a des adventices de printemps qui ne gênent pas les cultures d'automne. Et après le blé févrole, on va plutôt mettre un couvert, voilà, on va mettre un peu dessous. C'est le seul couvert vraiment de la rotation, donc plutôt type biomax avec beaucoup de diversité. C'est le moment où on se fait plaisir. Et, euh, et donc un couvert où il y a des plantes d'été, des plantes un petit peu plus d'hiver pour le détruire et faire une orge de printemps où on vient ressemer la prairie. Donc là où il y a qu'un travail du sol pour l'implantation de deux cultures. Donc aujourd'hui,
le labour est maintenu dans quelques endroits de la rotation. En réduisant la profondeur, là, on vient de investir dans une charrue en Cuma où on pourra descendre à 13-15 cm. Vient d'arriver. Donc pour le blé, pour sortir de la luzerne, parce qu'en fait on a fait de nombreux essais où on passait du déchômage pour venir à bout de la luzerne et des raies. Et en fait, quand on fait le bilan, bah, on travaille plus que si on fait un petit labour en semant aussitôt. Donc le labour est maintenu quand il permet de réduire le travail du sol. C'est un peu choqué un petit peu de dire ça, mais c'est la philosophie nous pour maintenir le labour. Et il est maintenu aussi sur le semis d'orge de printemps, puisqu'on aime bien semer deux bonheurs. Et on repart pour la prairie avec. Donc voilà. Et sinon, entre deux, donc c'est du TCS avec du travail plus ou moins profond. Il y a souvent un petit décompactage pour le colza, puisque lui va vraiment venir explorer le profil racinaire, le profil de sol. Et on est sûr que ça va pas s'écrouler à l'automne, puisqu'il est déjà en place, et que les racines sont déjà bien profondes. Et sinon, bah, en culture de printemps, ouais, mulchage et travail à 10-15, quoi. Et le blé févrole, par contre, derrière culture de printemps, c'est là où on arrive vraiment à réduire le travail du sol, voire du SD. Donc, c'est un peu, voilà ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vraiment un panel de travail du sol différent. C'est aussi pour pas sélectionner spécifiquement des adventices, puisque la diversité de travail du sol fait qu'on sélectionne moins d'adventices qui sont adaptés à des travails du sol spécifiques. Donc voilà, c'est pour le côté travail du sol. Oui, sur ce côté-là, on bosse en groupe au niveau local avec Thomas du CIVAM sur le STIR. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais justement pour plus être dans le discours labour non labour, c'est plutôt comment on perturbe notre sol. Donc là, il y a des notes, il y a une note de données à chaque outil et après qui varie en fonction de la vitesse du passage, du pourcentage de surface qu'il travaille et du type d'outil Ah, et de la On profondeur. en, on, on Voilà. en parle après. On aura des slides sur ça, des diapos Merci, sur ça. merci Quentin. Euh, Là, voilà. Et après, on bosse aussi un peu sur les fumiers et comment on les ensemence en EM, on les conserve, on les stocke en fait en tassant comme un petit bokashi pour essayer de conserver au maximum la valeur fertilisante et la vie biologique du fumier. C'est vraiment quelque chose d'important sur la ferme. C'est de la fertilité qui est là dans un tas et qu'il faut pas perdre. On laisse pas le tas de fumier dehors sous la pluie, par exemple. Donc, on a créé une fumière où on le tasse et on le couvre avec des déchets compostés pour éviter les fuites d'ammoniac et restituer le maximum au sol. Voilà, je suis peut-être parti un peu dans tous les sens. Je sais pas si je me recentre c'est sur bien. ça. Désolé. C'est, après, il y a du coup la grosse expérimentation en ABC. Oui, Tu veux, ouais, donc, j'envoie ça. oui, pourquoi on continue de travailler le sol donc, c'est pour les adventices en partie et pour aussi les dynamiques de minéralisation qui font que on peut espérer un peu plus de rendement quand ça minéralise plus en bio. Donc on s'est dit, bah, quel est l'impact du travail du sol sur la minéralisation et les dynamiques de minéralisation au printemps sur un rendement de céréales. Euh, donc on a étudié trois facteurs de travail du sol, donc le SD, le TCS et le labour, en bande de 24 mètres sur un champ de 350 mètres. Et croisé à ça, on a fait varier la fertie pour essayer d'exacerber la fin d'azote. Enfin, ça c'était dans notre tête ou, euh, ou de ramener de la fertie pour voir si voilà, voir du manque ou à l'excès, puisque derrière tournesol, on met pas de fumier normalement pour faire un déférol. Et là, on a fait un témoin avec rien, un témoin avec, enfin, une bande avec 10 tonnes de fumier, une bande avec 13 tonnes de bois, une bande avec le bois plus le fumier, et ça répété deux fois dans la longueur du champ. Donc ça, c'était en 2024. Donc vous avez le détail, je vais peut-être pas détailler Ouais. les combinaisons. Prête une Donc ça, photo. c'était le tournesol. Voilà, c'était une très belle année en tournesol. On fait 29 quintaux, on était content. Et donc un tournesol propre. Il y avait juste un tout petit peu de rumex qui démarrait après la moisson et un tout petit peu de régras, des tout petits régras. Et il faisait très sec, donc on a quand même fait un petit DDI, donc des chômeurs à disque indépendant. Aussi parce qu'on bine, donc pour remettre un petit peu tout à niveau, mais on a compté 2 cm de moyenne le travail du sol. En gros, 4 dans les buts et 0 entre les buts.
Vous voyez la photo en bas à gauche. Là, on voit là, pourquoi il y a le DDI. Il y avait un tout petit peu de verdure. Et donc ensuite, on a fait les apports. Et ensuite, on a fait les réalisations de travail du sol. Et en maintenant avec une réflexion système, c'est-à-dire que en mettant en adéquation les dates de semis avec les pratiques. C'est-à-dire que le semis direct, on va le faire assez vite pour que la culture parte vite avant l'hiver. Donc elle a été semée au 4 octobre. Le TCS a été semé, là c'est marqué 4, mais il a été semé au 10 octobre. Et le labour, ça a été une année très compliquée. Il s'est mis à pleuvoir beaucoup au 15 octobre. Donc on a dû décaler le labour, mais c'est des pratiques qu'on aurait fait si on avait labouré tout le champ. Donc voilà, et je sais pas si on passe au résultat. Voilà, donc on peut voir des effets assez impressionnants sur le salissement. Par exemple, le SD était plus propre que le TCS puisqu'on a remis en germination des plantes en TCS, notamment les moutardiers. C'est une parcelle avec une problématique moutardier. Et le labour à gauche, voilà, on peut voir que ça avait vraiment eu du mal à partir avec la pluie. Et au milieu, le SD, on avait une diversité de salissement. Donc on a moins sélectionné voilà, des adventices. Donc ça, c'est les petites photos sympas après de la moisson où on a. Voilà, c'est pour montrer un peu la démarche. Donc on est sur une zone de captage. Donc ça joue aussi pourquoi on travaille les pratiques agronomiques, puisqu'on a incité à le faire et on a pu avoir aussi des groupes d'échange sur l'évolution des pratiques agronomiques avec des conventionnels et des agronomes sur la ferme. Et donc le syndicat d'eau nous a suivis pour la mesure des bougies poreuses, voir les fuites d'azote. Même si elles ont été mises un peu trop tard, les résultats, on peut pas vraiment les étudier, mais voilà, dans la démarche, c'est ça. Il y a eu des analyses de composantes du rendement, voilà, des analyses de voir comment l'azote se minéralisait. Et à la fin, on a fait un rendement bien par placette, donc des placettes de 36 mètres par 24 mètres, vraiment en mode agricole, quoi. Donc on a battu les lignes entre et après on a pesé chaque carré à la mélangeuse des vaches. Donc voilà les résultats de rendement. Donc voilà, cette année-là, dans ce contexte-là, avec une année très compliquée en humidité, avec des rendements qui sont pas du tout satisfaisants hein, pour ce qu'on fait. On a plutôt un objectif à 35-40 en mélange blé-févrole, voire un peu plus quoi. En objectif, on fait souvent entre 35 et 40. Et donc là, on fait 27, 28, donc identique en SD, en TCS, et le labour qui décroche. Et par contre, quasiment, quasiment, je vais juste finir sur, parce qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'effet, mais Oui. la fertie, il n'y a aucun effet sur la fertie. Très très peu. Et pour la petite anecdote sur la fertie, on s'est dit, bah, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait rien. Donc cette année, on a reconduit l'essai avec un travail du sol identique partout, mais on a remis 10 tonnes de fumier où il y avait 10 tonnes de fumier, remis le bois et il y a encore très très peu de. Enfin, on peut pas, il n'y a pas de corrélation. Donc on va le continuer peut-être pendant 10 ans. Là, on est parti, on recommence, là, on fait les épandages cette semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui nous questionne. Est-ce que c'est. Voilà, ça pourrait être un sujet un jour de retour, on en reparle dans 10 ans. Et donc, oui, le bilan Tech Eco, du coup, donc c'est des choses qu'on bosse en groupe local, où on compare nos marges en semi-net, qu'on appelle, en mettant chaque passage d'outil à un coût homogénéisé pour tout le monde. Donc, c'est pas un coût réel, c'est voilà, un coût de cultivateur, c'est tel prix pour tout le monde. Et voilà la différence de marge des chaque placette, quoi. Et avec le steer qu'on peut commencer à appréhender là sur la droite. Ok. Voilà, c'est le type d'essai qu'on peut faire assez facilement, assez poussé, avec peu de moyens, mais en s'entourant avec les personnes qui font les analyses et qui passent le temps aussi à faire les relevés, parce que le paysan peut pas tout faire. Voilà, c'est un peu, et c'est le type d'essai aussi qu'on essaie de développer au décompacté. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, est-ce que c'est possible de prendre déjà quelques questions Oui. dans le chat? Donc j'en ai deux majoritaires. Ça va être finalement en 13 ans, puisque bah, c'est en 2012 hein, que vous vous êtes lancé. Quelle a été l'évolution du sol? Et quels sont également, pour cette évaluation, quels sont les indicateurs principaux qui ont été utilisés? Et bah, déjà ces deux questions-là. Et après on verra. Alors, Est-ce qu'il y a une évolution, un effet, et quels sont vos indicateurs de suivi?
Alors, l'évolution du sol, on est parti d'un système avec, il y avait beaucoup de prairies. En gros, il y avait, les éleveurs d'avant avaient tout mis en prairie pendant les 10 dernières années, tout était en prairie. Et, euh, et les 3 dernières années, c'était inexploité. Donc, déjà, alors sur la flore prairie, ça s'est amélioré par le pâturage. Et sur le sol, on partait plutôt de quelque chose qui marchait bien en prairie. Et donc, le but, c'était de le maintenir. Euh, et en cultivant et en faisant des céréales. Et donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'estime réussir à maintenir. Voilà. Et sur les parcelles qui avaient été le plus cultivées avant, où on était faible en matière organique, il y a juste une de ces parcelles-là où j'ai des analyses, on a augmenté de 0,5 points en matière organique. Et donc c'est là où tu peux dire qu'il y a peut-être un lien, voilà, quelles analyses tu fais, est-ce qu'il y a des observations aussi terrain en lien avec, avec Thomas ou... Ouais, alors les observations de terrain, c'est un peu au quotidien et peut-être qu'il manque de temps de se poser et de. Peut-être qu'il aurait fallu vraiment faire un diagnostic à un moment donné et le refaire aujourd'hui, avec le problème des climats et de à quel moment on le fait, ce diagnostic, surtout. Mais moi, dans le ressenti, quand je prends la bêche, j'ai plutôt l'impression que c'est de plus en plus simple à travailler. Alors, pas forcément sur les adventices, mais au moins sur le sol, quoi. Et une question juste par rapport à ce que tu disais, c'était des prairies et grâce au pâturage, ça s'est amélioré. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Bah, c'est que quand on a récupéré les parcelles, ça faisait 3 ans que c'était fauché, donc en gros, il y avait plus de trèfle. Il y avait juste une fauche par an, et le pâturage, très vite, plutôt que de revenir ressemer des plantes, le fait du pâturage et du pâturage tournant, donc sans raser trop, en laissant les plantes repousser avant de revenir avec les animaux. Très vite, la flore se refait et du coup, le sol réagit mieux aussi par rapport aux sécheresses. On retrouve du volume racinaire. Voilà, tout ça, c'est lié. C'est les mêmes, euh, c'est les mêmes objectifs quand on a baissé culture, quoi. C'est comment nos plantes explorent le maximum de sol pour être plus résilientes. Ok. Et deuxième petite question, là c'est vraiment très en rapport avec le TCS. En gros la question c'est quelles sont vos pratiques exactes? Est-ce que c'est un travail sur, enfin est-ce que c'est du non-retournement, travail sur 15-20, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Quelles sont vos pratiques exactes sur le TCS? Alors souvent, on cloisonne le TCS en deux TCS. Il y a le TCS lourd et le TCS léger. Et donc, bah, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, il y a les deux. C'est-à-dire, par exemple, pour un colza, c'est là où on va plutôt faire une décompaction, mais sans du tout mélanger les horizons. Donc, on peut descendre à 25 avec une dent, sans mélanger. Et après, on travaille que, sur les 5-6 cm en surface pour faire la préparation du bitsemus. En culture de printemps, on va plutôt être sur 10-15 cm en réchauffant pour avoir une culture de printemps qui démarre. Donc on va bouleverser un peu plus, mais sur moins profond. Et en culture d'automne, derrière culture de printemps propre, là, on va vraiment faire, c'est l'objet de l'essai, où on voit que le SMIC direct, eh ben, c'est celui qui a la meilleure marge. Donc là, on se permet, dans ce cadre-là, d'aller assez loin et de réduire vraiment le travail du sol. Soit au strict minimum pour détruire les plantes. Par exemple, s'il y a des petits raies avant qu'on sème, on va pas se tirer une balle dans le pied en les laissant et en étant sûr que ça va pas marcher, quoi. Donc, mais on fait vraiment le minimum pour pouvoir. Quoi. Et on va C'est avancer la ça date de où... suivi dans ce cas-là. Excuse-moi. Germain, tu peux peut-être préciser justement, voilà, qu'est-ce qui fait que tu décides, parce qu'en fait, ça, c'est les pratiques exactes que tu fais, mais en fonction de quoi tu décides, c'est l'enherbement, le type de sol. Euh, ouais. Ouais, donc on a aussi essayé de réfléchir à une grille ouais, d'OAD paysans sur en fonction de quels adventices on a. Ça nécessite quel travail du sol. Et en face, aussi avec le VE2S, que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire comment la structure physique du sol elle est en fonction des horizons. En croisant les deux, ça déclenche ou pas tel ou tel travail du sol. Donc si on a des rumex et des vivaces qu'il faut scalper à 7-8 cm, ben on va le faire. Mais on va aussi des fois se permettre de les laisser pousser parce qu'elles ont leur rôle et pendant l'été, bah, c'est moins de temps en place. Si on a des régras, bah, là, ouais, à l'automne, bah, des fois, ça va pouvoir déclencher un labour parce que sinon, on sait que ça va être compliqué. Ou alors, on change de culture. Si on veut pas utiliser le travail du sol qui nous embête, on va changer de culture. On va par exemple faire un métail à ensiler, où là, toutes les adventices d'automne qui nous embêtent vont être exportées, donc on n'aura aucun problème du même.
Donc c'est vraiment une palette d'outils et de décisions. Et, et ce qu'on essaye vraiment, c'est d'être opportuniste. Comme je vous ai présenté la démarche du colza tout à l'heure, c'est pour ça que la rotation n'est pas figée. C'est qu'on rate pas une culture, on change de direction, quoi. Là, par Et avec rapport à ça, l'élevage, il c'est faut plus pas. simple. Ouais, sur le colza, tu peux appuyer un peu, c'est-à-dire c'est de l'opportunisme qui est pensé, donc qui est anticipé, c'est-à-dire que tu fais plus de surface, arrête-moi si je me trompe, tu fais plus de surface et au printemps, tu fais le tour des champs et il y a des parcelles qui se transforment en couverts et culture de printemps où tu retournes et il y a certaines que tu gardes. Et ça, C'est ça. voilà, c'est bien ça. Le but, c'est de plus prendre de gamelles en colza, quoi. C'est qu'à l'automne, on sait déjà si ça va marcher ou pas et on a investi peu. En fait, on fait le semis très rapidement après la moisson et on fertilise que à l'automne en fonction de comment le colza est développé. Donc, on n'a pas cette perte aussi. Euh, Voilà. Et c'est de prévoir le plan B, de gérer le plan A en même temps que le plan B. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Julien? Pour l'instant, c'était les principales. Ok. Parce que là, on avait du coup un petit focus sur la. Peut-être je présente l'introduction, Germain, et tu rempiles. Pour dire que donc Germain et plusieurs agriculteurs au niveau national, pour nous, il y a trois niveaux de démarche vers l'ABC. Il y a celui qui veut juste essayer, qui va faire des bandes, qui commence gentiment dans un endroit de la ferme, et des petites pratiques de réduction de travail du sol, par exemple, couplées à des couverts. Voilà, il y a celui comme là qui vient d'être présenté, donc accepte avec le groupe SIVAM local ou la chambre ou n'importe qui de faire des essais un peu plus poussés et qui vont lui permettre d'apprendre sur sa ferme ou et également de faire apprendre le collectif, le groupe dans lequel il est. Et il y a le niveau plus qui est par exemple celui-là. Donc Germain a fait partie d'un programme de recherche de l'INRA dont on va bientôt sortir les résultats avec le Graal qui est de connaître les plantes, quelles plantes vont nous permettre de gérer les mauvaises herbes, les adventices, sans travail du sol en bio. Et donc là, voilà, Germain fait partie de ces plateformes où il y a eu du coup implantation de 8 plantes, donc des graminées divers, légumineuses, toutes des plantes sélectionnées parce que soit elles sont déjà utilisées en couvert, mais on ne connaît pas bien leurs caractéristiques, parce que tout agriculteur aujourd'hui est capable de dire je mets telle génétique de colza ou de blé pour telle et telle raison. Par contre, les couverts, s'il en fait, c'est avoine févrole ou enfin on est au stade souvent de l'espèce et on ne descend pas au niveau variétal et on n'a pas forcément de connaissances sur est-ce que ça fait de la végétation, est-ce que ça capte le phosphore, est-ce que ça concurrence les adventices, est-ce que ça structure mon sol, quel service ça rend. Et là, il y a une diversité folle qui pourrait être très utile de connaître si je me tourne vers l'ABC. Donc, on a commencé un criblage voilà, sur 8 fermes en France, 4 répétitions sur un demi-hectare, avec du coup des relevés de cinétique de recouvrement au sol, des relevés de cinétique de hauteur de pouce, parce que c'est ça qui nous permet, c'est la mesure low-tech, pour comprendre comment pousse une plante et comment elle s'exprime à la parcelle en fonction de son pédoclimat. Et là, quand on remonte à un niveau national avec des répétitions, ben, on peut faire jouer des statistiques. Et donc, je donne rendez-vous voilà, mais le résultat est à suivre, mais on a traité là sous RStudio les analyses statistiques. Il y a des données qui sont non exploitables, mais on l'avait anticipé dans le sens où c'était un projet pilote où on va développer beaucoup plus de plantes parce qu'on peut utiliser énormément de plantes et notamment en ce moment, la mouvance va vers les couverts permanents, dont on va parler après. Et là, j'ai laissé une diapo pour une conclusion, Germain. T'as 4 minutes si mon timing est correct. Ouais, bah, je sais pas trop quoi dire. Oui, c'est un chemin en fait, et on- enfin, c'est toujours, on va vers quelque chose, l'ABC, mais ça reste un chemin et on sait pas où est-ce qu'on ira, quoi. Mais c'est une démarche de progrès permanente. Donc, avec le collectif qui est hyper important, qui soit
pour ma part au niveau national avec les acteurs des décompactés, avec le niveau local, le groupe du Civambio, avec les collègues de l'ACUMA et comment on fait évoluer le matériel. Ça, c'est vraiment une vraie question. On est en cours là de renouvellement de matériel et du coup, ça impacte tout derrière. Et comment les constructeurs sont au service de l'agronomie ou pas, ou plus. Voilà. Très bien, merci. Et juste moi, j'aurais une petite question, Germain. Qu'est-ce que tu dirais pour motiver de futurs agriculteurs, de futurs pros à tester l'ABC ou à se lancer dans l'ABC? Bah déjà, c'est passionnant. Ouais, alors, je sais pas si c'est propre pour moi, mais c'est passionnant de se dire qu'il y a plein de choses à faire et qu'on n'aura pas assez notre carrière pour bosser ce sujet-là. Et du coup, moi, ça me botte. C'est surtout ce côté-là, en fait. C'est d'essayer de vous chercher à comprendre, de se remettre en cause tout le temps. Alors que sinon, appliquer une recette, c'est quand même assez triste, quoi, tout le temps, sans la remettre en cause. Très bien, merci beaucoup. De toute façon, on aura l'occasion, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, puisque on aura l'occasion, enfin, un peu avant 16 heures, de revenir dessus si besoin. Merci beaucoup. Donc, en parlant des futurs professionnels, ça tombe bien, puisque Bernard Beaufils les connaît bien, puisqu'il les accompagne dans leur formation. Bernard, comment ça va se passer? Je vais te poser plusieurs questions qui ont une direction un peu logique hein, dans leur sens et je te laisse répondre sur comment tu fais. Du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que toi t'enseignes et en fait quel est ton lien avec l'exploitation du lycée que je rappelle de Naturapolis à Châteauroux? Alors moi, j'enseigne essentiellement l'agronomie, mais en partenariat avec d'autres enseignants, parce que sur la filière BTS-ACD, il y a 3 enseignants en agronomie qui interviennent. Donc on essaie de se coordonner pour avoir une approche un petit peu commune. Et comme on est en approche capacitaire depuis 2023, la réforme du BTS-ACD date de 2023, on associe aussi d'autres profs, d'autres disciplines, notamment en biologie, ce qui permet de mieux appréhender ces problèmes de vie du sol. Et donc, on essaie d'avoir une stratégie commune pour amener les étudiants vers telle ou telle pratique agricole. Euh, Et la donc, la deuxième suite de question, ta question, c'était mon lien. c'était le lien avec l'exploitation. Est-ce que tu t'en Et sais? alors, le Est-ce que vous lien, faites des TP, ouais, etc., quoi. ok, ouais. Donc, bon, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis référent, j'ai été en 99 référent développement durable, ensuite référent agroécologie, ensuite référent enseignant à produire autrement. Donc, j'ai toujours côtoyé un petit peu les chefs d'exploitation à leurs projets. Et à ce titre, je me suis pas mal impliqué dans les orientations des exploitations agricoles, et notamment celle du lycée. Et c'est vrai que ce lien pédagogique, on essaie de l'entretenir et pour avoir, si vous voulez, un- des expériences, enfin, des expérimentations qui sont menées sur l'exploitation en lien avec les enjeux de l'agriculture de demain. On essaie du mieux possible allier pédagogie et pratique sur l'exploitation du lycée. Alors ça fonctionne plus ou moins bien, là ça s'est pas mal développé sur Naturapolis. Ok. Lorsque je t'ai eu au téléphone, enfin du coup quand je t'avais parlé de ce webinaire et donc ta participation, tu m'expliquais que l'agriculture finalement t'en parlais pas tout de suite. D'abord tu amenais le sujet sur l'agriculture de conservation et éventuellement derrière tu ouvrais sur l'agriculture biologique. Pourquoi en fait dans ce sens? Alors oui, oui, c'est pratiquement ça, mais néanmoins, on a cherché entre enseignants pour amener ces problématiques, on a cherché à avoir une stratégie commune. Et on s'est dit qu'on va d'abord parler du sol. Donc, on a toute enfin, disons une séquence d'une 15 à 20 heures où on parle du fonctionnement du sol, ses propriétés chimiques, biologiques, ses propriétés structurelles. Et donc, on essaie que les étudiants aient des compétences dans ce domaine avant d'aborder ces sujets-là. Et vis-à-vis des différents enjeux agricoles, c'est là, bon, les enjeux de séquestration du carbone, de rejet de gaz à effet de serre, de sols plus résilients. On montre qu'il y a des modèles d'agriculture qui répondent à ces enjeux, et notamment l'agriculture de conservation. Mais ça, en général, ça ne pose pas de problème vis-à-vis des étudiants.
Et parce que l'agriculture de conservation, on a remarqué qu'elle est utilisée dans plusieurs types d'agriculture, finalement, dans l'agriculture raisonnée, dans l'agriculture intégrée et potentiellement dans l'agriculture biologique. Et ensuite, on peut présenter les différents modèles d'agriculture. Mais l'agriculture de conservation, a priori, ça, c'est quelque chose qu'on amène quand les étudiants connaissent bien les enjeux au niveau des sols. C'est quelque chose qui passe à peu près bien, quoi. Donc Ça la pose pas réaction, de problème maintenant. donc la réaction justement de tes étudiants, vu que vous l'abordez de manière d'abord plus sur le sol, puis modèle d'agriculture, et finalement ça s'insérait déjà, et donc ça permet une ouverture, c'est un point d'entrée qui leur parle, et Ouais. du coup tu obtiens des réactions plutôt bonnes là-dessus. Alors oui, mais je pense que ce préambule est indispensable. C'est depuis cette approche capacitaire qu'on a pris la décision de faire ça. Et c'est vrai qu'il y a le prof de biologie qui travaille aussi sur la vie du sol, son importance, son impact, et puis les trois profs d'agro aussi, et ça passe très bien. Bon, on a toujours les petites remarques qu'on a souvent, c'est-à-dire que les céréaliers, ils ont toujours ce réflexe de dire que oui, mais on sait, mais ça lève pas forcément, etc. C'est une perte économique, etc. Et on en parle aussi aux profs d'économie pour montrer un petit peu il y a peut-être des pertes, enfin des risques, mais néanmoins, c'est un gain futur, etc. Donc, il faut surtout avoir une équipe pédagogique qui soit associée à cette démarche et surtout parler du sol, faire une quinzaine, une vingtaine d'heures sur le fonctionnement d'un sol et les différents enjeux liés à un sol vivant. Et donc, D'accord. ça, à partir de là, ça fonctionne pas mal. Euh, Tu m'expliquais donc parler du sol, donc c'est ce qui marche bien, ok. Tu m'expliquais quand même que c'était un petit défi finalement pour les élèves que tu as, hein, je parle pas pour tout le monde évidemment, de les intéresser sur d'autres façons de cultiver, puisque bon bah voilà le contexte des élèves à Châteauroux étant le tien. Est-ce que tu peux donner un petit peu un exemple où tu sens des résistances et vis-à-vis de quel sujet en fait? Alors, le principal sujet, enfin, les élèves, enfin, j'ai remarqué que beaucoup d'étudiants aimaient la productivité. Donc, ils étaient attirés par la productivité, la mécanisation. Et donc, quand on tombe dans des contextes de forte pression adventice avec des niveaux de productivité faibles, parce que les composantes du rendement, je sais pas, un faible peuplement, là, on a des freins. Donc, on a déjà eu des situations sur le terrain lors de visites, notamment dans des fermes bio, mais ça peut être aussi dans des fermes conventionnelles avec des phénomènes de résistance, où on a ces freins parce que ils pensent que c'est un travail qui n'est pas correctement finalisé, et puis que ça va pas donner, c'est un gaspillage de temps, d'énergie, et il y aura pas de gain économique. Donc on a souvent une réticence vis-à-vis, c'est finalement des parcelles qui sont entre guillemets sales. Et ils pensent que c'est un travail qui n'a pas qui a été raté. Et là, on a quelques difficultés vis-à-vis de ces problèmes-là. Et c'est vrai que l'agriculture de conservation, on peut avoir cette problématique, notamment il faut faire attention à certaines fermes bio qui maîtrisent pas ces sujets-là vis-à-vis des étudiants. Donc, Et on a eu donc, cette problématique. Ouais. d'accord. Et donc, dans ce cas-là, lorsque tu es confronté, toi, avec tes collègues, puisque finalement, comme tu dis, c'est aussi un groupe chez vous, lorsque vous êtes confronté à des classes, des élèves qui sont justement, qui sont pas forcément convaincus d'entrer, ce qui est normal, en fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous mettez en œuvre finalement pour essayer soit de pas modifier leur perception, mais de leur faire prendre conscience que voilà, il y a d'autres façons de faire, que ça peut donner des résultats positifs. Donc finalement, comment tu fais pour que le débat reste ouvert et constructif au sein de ta classe avec tes élèves? Alors, ce qu'on développe, c'est l'écoute déjà. Essayer de, Finalement, c'est l'argumentation et l'écoute. C'est-à-dire qu'on va essayer de demander aux étudiants d'argumenter pourquoi ces systèmes-là ne sont a priori pas viables. Et donc, ils vont développer des arguments et ils vont se rendre compte que c'est pas forcément lié. Alors, on va développer ces arguments et on va en débattre. Et donc, c'est à partir de ça qu'on va se rendre compte qu'on va essayer de trouver des causes à ces dysfonctionnements. Et donc, déjà, ils se rendent compte déjà que dans des modèles d'agriculture autres que l'agriculture biologique, on peut avoir ces dysfonctionnements liés au phénomène de résistance. Et que finalement, si on rencontre ça, c'est qu'il y a des dysfonctionnements, mais c'est pas forcément les choses qu'on va rencontrer. Quelqu'un qui maîtrise un peu mieux l'agriculture biologique de conservation n'aura pas forcément ces dysfonctionnements. Mais ils existent dans tous les modèles. C'est un peu ce qu'on avait, c'est un peu notre fil conducteur. Et ça fonctionne. Néanmoins, il y a toujours des étudiants qui sont réticents.
mais l'écoute et l'argumentation permettent d'avancer dans ces domaines. Et après, on essaie de trouver des solutions justement parce qu'on travaille sur des projets pour essayer de pallier à ces dysfonctionnements. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre? Pourquoi on a cette situation? Quel va être l'impact sur le rendement, etc. Donc voilà, il y a pas de recette miracle. On fait un diagnostic et on essaie de trouver des solutions. Ok. Bon, et a priori, ça fonctionne. Ça met du temps, mais ça fonctionne. Ouais, c'est justement ma question Parce que suivante. Est-ce qu'au fil de l'année, pour les élèves peut-être les plus récalcitrants ou les plus fermés en début, est-ce que tu observes une évolution dans leur perception ou dans leur intérêt vis-à-vis de ces pratiques? alors, oui, si on se met dans une démarche projet. C'est-à-dire que cette année, par rapport, bon, je sais pas, il y a une approche, c'est une approche capacitaire. Par exemple, il y a la capacité 8, où ils doivent mettre en œuvre un changement technique sur une exploitation. Et là, on a choisi de faire un changement technique. C'est justement passage de l'agriculture en agriculture de conservation bio sur la ferme du lycée. Et là, ils ont travaillé pendant plusieurs séances. C'était 7 ou 8 séances. Donc, ça fait un global, ça fait plus de 20 heures. Et ils ont proposé une démarche. Donc, et là, ils se sont bien investis parce que c'était une proposition qu'ils avaient mis en œuvre. Et donc, bon, il y en a certains ils ont eu des démarches différentes, mais finalement, ils se sont impliqués. Ils ont vu qu'il y avait potentiellement des solutions. Donc, on n'a pas essayé de leur dicter quelque chose, c'est eux qui ont proposé des solutions. Et c'est grâce à cette démarche projet qui est pas mal, qu'on peut mettre en œuvre en BTS, ACD notamment. Et là, ça fonctionne. Après, je dis pas qu'on a changé complètement les mentalités, mais il y a des ouvertures. Et puis, on a pu créer un débat entre les groupes qui avaient proposé des solutions. Et donc, ça, c'est bien parce il y a des solutions qui étaient complémentaires et ils ont pu en débattre et je pense qu'il y a une certaine avancée. J'avais un étudiant qui était dans l'agriculture hyper productiviste et qui s'est bien impliqué, qui a vraiment, alors il va pas forcément se lancer dans ce domaine, mais il avait un discours qui était viable et il a proposé des solutions à moyen terme qui étaient convenables, enfin qui étaient opérationnelles. Hmm. Donc oui, avec la démarche projet, ça fonctionne. C'est une des clés, c'est un des leviers, disons. D'accord. Et bah justement, avec tout ce que tu as présenté, si tu devais donner un conseil, un seul, hein, un conseil à des enseignants qui voudraient aborder ce sujet, donc là je parle plus spécifiquement de l'ABC pour le coup, tu lui conseillerais donc de commencer, si j'ai bien compris, par l'entrée du sol, tout Oui. ce que ça implique, et éventuellement passer en projet derrière pour que ce soit concret? Bah oui, tu as résumé la situation. Et, et je peux rajouter une autre chose. Ah bah évidemment, c'est... Oui, non, non, mais parce que tu disais un seul. Oui, avec Cécile, on travaille sur l'agriculture du futur. Alors C'est-à-dire juste, que qui est Cécile? Cécile Hébert, bah, tu la connais. C'est une Oui, mais prof pour... oui, oui, pour... oui, oui, les autres. Donc Cécile Hébert, c'est une enseignante en agronomie. Je travaille avec elle notamment. Et on fait un travail sur l'agriculture du futur. Et donc un travail qui dure 2 jours sur 2 classes, donc les BTS ACD deuxième année et les termes STAV. Et on les mixte entre eux et ils doivent réfléchir à un modèle d'agriculture du futur. Et donc, parce qu'on s'est rendu compte qu'au sein des classes, il n'y avait pas forcément de débat sur les modèles d'agriculture. Il y avait des blocages, c'est-à-dire qu'il y avait certains jeunes qui étaient portés vers tel modèle, mais il n'y avait pas de débat entre eux, il y avait des blocages. Donc, on voulait passer outre ces blocages. Et en leur faisant présenter leur modèle d'agriculture, en débattant sur 2 jours, on se rend compte que finalement, il y a des échanges entre eux, il y a des passerelles, et ils sont moins fermés dans leur modèle, parce que c'est souvent des postures. On remarque que les étudiants ont des postures, et qu'ils peuvent être ouverts à des modèles, mais ils gardent des postures, et il n'y a pas de dialogue. Donc, développer un dialogue interclasse, interniveau, permet de progresser finalement. Et sans qu'il y ait un enseignant qui donne entre guillemets, des leçons ou des recettes. Et donc ça fonctionne pas mal. On fait ça depuis 4 ans et on a quand même une évolution, me semble-t-il, dans ces domaines. Très bien. Bah écoute, pour conclure, parce que désolé, on n'a pas beaucoup on n'a plus beaucoup de temps. Quelle vision toi tu aimerais partager? Donc, c'est-à-dire toi, Bernard, avec tes collègues et finalement, quelle vision sur l'ABC ou même sur l'agriculture en général, l'enseignement agricole, quelle vision tu aimerais partager? Alors moi, bon, la particularité, je suis double actif, j'ai une petite exploitation en bio.
Et je suis très intéressé par l'ABC parce que j'ai quelques difficultés. Bon, j'ai pas de, j'ai une exploitation bio où finalement je mets pas d'intrants du tout. Et justement, je pense que c'est essentiel d'arriver à ce type d'agriculture, c'est assez complexe. Et je pense il y a des enjeux de séquestration du carbone, de réduction de la consommation d'énergie fossile, de revitaliser les sols. Et je pense que c'est essentiel, mais c'est extrêmement complexe. Et je suis très intéressé par le témoignage de l'agriculteur qui se lance dans ce domaine et qui maîtrise assez bien ce domaine. Voilà, puis après, les enseignants sont assez ouverts à ces domaines-là. J'ai pas besoin de, l'échange est assez facile. Après, c'est la manière de l'enseigner, puis avoir des supports pédagogiques. Ça, c'est un peu difficile parce il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on va faire ça sur le lycée, sur une petite superficie du lycée dans un premier temps de manière expérimentale. D'accord. Donc le support pédagogique sera aussi localisé chez vous en direct sur la Oui, ferme. bah, oui, c'est une décision qu'on a prise dernièrement à la commission. D'accord. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Bernard pour ce petit témoignage. Si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et bah, je pense que Bernard, tu prendras avec plaisir les questions, Bien sûr. soit de compréhension, soit d'explicitation sur ce que vous faites. Voilà. Oui, Merci beaucoup Bernard. je t'en prie. Quentin, je te relaisse la main pour la suite du webinaire. Alors attention, ton micro est enlevé. Oui, c'est bon. Il y a combien de temps j'ai là? T'as 20 minutes, 20-25 minutes et après on pourra terminer, conclure avec les échanges et questions. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Bernard. C'était exactement ce qu'il me fallait comme introduction. Et donc, on rejoint exactement ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est beaucoup des questions de posture, beaucoup d'essayer d'enclencher les démarches projets, tout ça, on pourra en discuter après parce que donc on le fait. C'est la même chose quand on s'adresse à des agriculteurs et qu'on essaye d'accompagner. Euh, il y a les postures. Il y a, souvent, d'ailleurs, ça doit être le cas. C'est derrière les étudiants, il y a quelle posture de leurs parents qui sont agriculteurs ou de l'environnement proche qui maintient aussi la posture. Donc moi, là, je vais quand même donner quelques recettes, quelques supports. J'espère qu'ils seront inspirants et en tout cas, n'hésitez pas à noter des questions ou des demandes de compléments d'information parce que j'ai que 20 minutes pour un truc qui est donc c'est Mission Impossible, mais je vais relever le défi. Donc d'abord, il y avait une petite note avant les ITK, c'est comment on mesure. Donc là, je reviens sur ce qu'a dit un peu. J'ai noté rapidement, mais je pourrais revenir dessus aussi. C'est très important de mesurer. Et donc même avant de commencer à débattre, ABC, ça marche pas, ben, on va mesurer ce qui se passe et on va essayer de faire du bon sens paysan, entre guillemets. Donc vivre de son métier, bien nourrir les gens. Et effectivement, là, tout le monde est d'accord en général. Donc il y a les deux grosses démarches qu'on va mettre en place. Germain en a parlé, le test BESH, méthode VES, que vous devez connaître, Visual Evaluation of Soil Structure. Et il y a aussi un petit point, je crois que je l'ai juste après, là, voilà, la méthode SPEED, que je pense vous connaissez aussi, développée par Mathieu Archambault, enfin Christian Barnéou, qui est le pédologue tête pensante de cette méthode, qui parle beaucoup aussi à tous les étudiants parce que on a cette séparation horizon naturel, et ça c'est un peu ma connaissance fondamentale du sol, de la pédogénèse et l'horizon de responsabilité de l'agriculteur. Je reviens dans ma diapo. Voilà, donc tout ce qui est simple, basique, comment on va mesurer une évolution vers l'ABC, l'observation terrain, et ça commence par un test bêche ou méthode speed ou profil cultural si on peut, si on a envie de creuser plus. Analyse chimique, pour nous, c'est du low-tech, c'est pas trop cher et c'est peut-être le symbole de l'agriculture conventionnelle, mais c'est très utile. C'est très utile aussi en ABC, donc de temps en temps on en fait et ça reste pas cher et bien normé. Il faut juste savoir, effectivement, ce qui est très important sur l'analyse chimique, c'est de demander le pourcentage de refus. En fonction de la pierrosité, ça va être très important. Et de bien noter la date et dans quelle situation on l'a fait. Et de savoir aussi prélever, voilà, comment on a prélevé, qu'est-ce que ça veut dire. Densité de sol en comparatif, c'est aussi quelque chose
facile à faire et très instructif. Et après, je renvoie vers l'entreprise Rhizobium, Technote vous tapez ça sur Google, où il y a plein de tests et de choses très normées pour apprendre par rapport au sol. Et je mettrai juste la focale sur le Pitfall Trap, qui est un outil aussi pour observer, travailler sur les nécrophages, qui sont souvent absents des systèmes avec beaucoup de travail du sol, ou en conventionnel, où on met des fongicides ou des insecticides, alors que les nécrophages, du moment où je vais essayer d'arrêter de travailler le sol, bah, ils sont super importants pour décomposer les pailles et un peu symbole aussi de l'entrée de la matière organique dans mon sol. Voilà, je ne m'étais pas plus sur ça. Et après, il y a tout ce qui est R&D plus onéreux, où là, il y a différents types de labos. Je pourrais revenir sur ça aussi. Vous devez connaître Célestalab, Lab, Terramea avec le laboratoire du Bernet, ou les nématophones d'Elisol, parce que c'est unique en Europe. On a quand même un laboratoire qui fait des nématophones, qui est le bioindicateur des sols vivants le plus étudié, avec le plus d'ancienneté. Ça fait 30 ans qu'on étudie les nématodes, donc on a pas mal de recul, et ça donne une bonne photo de ce qui se passe dans les sols. Sachant que, et je vais encore très vite, c'est l'UMR Eco et Sol de Montpellier, mais aujourd'hui, on a vraiment montré qu'un sol vivant, s'il n'y a pas les nématodes qui fonctionnent bien, il y a une nutrition moindre des cultures en phosphore et en azote. Donc, c'est pas une paille, même dans un système conventionnel. Si je veux avoir un revenu, une marge in fine. Je passe sur le test bêche et les densités de sol. Vous aurez ces diapos. Maintenant, il y a même une appli pour faire des tests bêche et suivre ça. La méthode SPID, j'en ai parlé rapidement. Donc là, je vais balayer vite. Donc là, la commande de Julien, que je vais un peu dévier comme tout bon intervenant, c'est des exemples d'itinéraires techniques. Donc je vais vous présenter à la fin des ITK, mais les ITK qui fonctionnent en ABC, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Faudrait que j'ai connaissance du contexte pédoclimatique. Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Et à mon avis, dans l'essentiel des fermes qui sont aujourd'hui en conventionnel de lycée agricole, bah, il faut pas y aller tout de suite. Ou alors, il faut y aller en disant bien que là, le sol, il a un fonctionnement horizontal, il a tel pourcent de matière organique, il n'y a pas un nécrophage qui traîne, il y a une nématophone. En fait, ça va pas du tout marcher. Donc, c'est un très bon support pédagogique pour dire ne faites pas ça. Euh, donc, quelle démarche en fait? Quelle démarche, quel savoir-faire en face de l'exploitant du lycée agricole? Quelle démarche itérative d'amélioration continue et de mise en place de systèmes je vais faire? Alors juste rapidement avant d'aller plus loin, parce que c'était une question qui est venue tout à l'heure, la précision des termes CIMS, CV, EV. Ok. C'est culture intermédiaire multiservice pour Sims. Je vous renvoie vers les travaux d'Éric Juste de l'UMR Agir à Toulouse. Qui est maintenant plus à l'UMR Agir, mais qui avait fait en 2010 une review scientifique de tout ce qui avait été fait sur les couverts végétaux, qui est finalement la fonction couverture. C'est une des fonctions de plantes qu'on peut mettre ou qu'on peut laisser en spontané dans notre système de culture. Il y a aussi la fonction culture intermédiaire piège à nitrate. Il y a aussi la fonction engrais vert avec les légumineuses notamment. Et en fait, si on résume, il y a plein de fonctions. Donc, en fait, nous, l'INRA, enfin, je vais caricaturer avec juste, voilà, on va faire un nouveau terme qui s'appelle culture intermédiaire multiservice. Et donc, dans cette revue scientifique, il y a quelles plantes, qu'est-ce qu'on sait sur telle plante qui est plus pour les pollinisateurs, pour la structuration des sols, pour la mise à disposition du phosphore, pour l'azote. Et c'est très riche. Ça, je pense que c'est accessible en ligne sur le site de l'INRA. Si c'est pas le cas, j'ai cette bibliographie euh, en papier. Je ne crois pas qu'on l'a numérisée. Bref, Julien, tu reviendras vers moi. Oui, pas de souci. Merci. Je vais donc parler principalement de grande culture et un peu d'élevage. Et je passerai très vite sur maraîchage, arboviticulture. L'essentiel de nos adhérents sont en grande culture élevage. Et en maraîchage, arboviti, il y en a un peu, mais en fait, c'est arboviticulture. C'est des pratiques en général de couverts végétaux d'interrang. Et comme il y a eu beaucoup d'investissements sur l'implantation des structures de production, c'est difficile de changer tout de suite. Et en plus, on est dans des cultures pérennes, donc en général, il y a moins d'érosion, il y a moins de problèmes directs. Je caricature le diabète dans les détails, on peut revenir
sur ça après. Et le maraîchage, il y a toute la mouvance maraîchage sur sol vivant qui est très intéressante. C'est pour ça qu'on a quand même un de nos coprésidents qui est en MSV depuis 6 ans. Et il y a des choses très intéressantes à croiser. À droite, je vous ai mis une petite photo de Rumex, labouré à 25, qui était en train de repartir et la parcelle en était pleine. Donc c'est une photo de cette année chez Julien Marchand dans la Meuse. Pour dire qu'aussi, qu'on soit en ABC ou pas, il y a les enjeux de rentabilité économique. Des fois, on est dos au mur et la nature est très intéressante, passionnante. Le Rumex, c'est vraiment en ce moment là, à la mode. Avec les années humides qu'on a, on favorise énormément le Rumex dans nos systèmes et c'est la grande question à débat qu'on pourra discuter après. Travail du sol. Donc, travail du sol en ABC, la base des systèmes, et Germain, c'est un bon exemple. Soit on a une approche en fonction des outils qu'on a sur la ferme ou en CUMA. Et il y a plusieurs types d'outils qui sont adaptés à différents types de sols au niveau texture, argile, limon, sable, voilà, d'une analyse granulométrique et de la proportion de matière organique qu'il y a dans mon sol qui me permet en fait de compenser le fait qu'un sol argileux très froid au printemps va être plus compliqué. Et on se retrouve par exemple dans le Gers avec des dérogations argile où on a le droit de labourer parce qu'on est vraiment en bout de système aussi de manière négative, je veux dire dans un cercle vicieux, alors que les sols argileux sont potentiellement, on dit souvent des paquebots, donc des sols qui peuvent être très fertiles, où on peut aller loin dans l'ABC, mais plus compliqué à réfléchir, à réduire l'impact du travail du sol si je suis en système sol travaillé. Les sols sableux, en général, on est plutôt en système TCS, et les sols limoneux, c'est des sols très salissants, très fertiles, mais très salissants, donc c'est un peu des hors-bord, on dit, donc difficiles à gérer, mais avec un gros potentiel. Sur le travail du sol, le panorama, ben, il y a un peu de tout. Donc, on peut toujours commencer petit, mais commencer tout de suite en ABC avec ce qu'on a sur la ferme. Donc, d'abord, rapidement, les outils inanimés, ben, il y a notamment, on va gérer de la matière organique en surface, donc des outils, des déchômeurs à disque indépendant, à disque gaufré, pour les semoirs ou crantés. Beaucoup d'outils à dents de scalpage. Là, on est par exemple sur la ferme en argilo-calcaire des Sœurs de l'Abbaye de Boulor, qui sont dans le Gers en bio, et donc qui sont 36 sur 36 ETP, donc qui peuvent se permettre aussi d'aller désherber un peu à la main. Donc elles, on voit la plein d'elles mincies. C'est beaucoup de travail, un peu de travail du sol en surface, des sols très profonds argileux. Si on passe un bon moment, on ne crée pas de semelles de travail. Et après, elles gèrent l'enherbement qui est gênant pour leur culture d'alimentation humaine parce qu'elles ont une boutique. Là, on est dans des montages aussi de déchômeurs, de scalpers à l'arrière chez Jean Joya avec classiquement, donc là c'est un rouleau hacheur, mais il peut y avoir des rouleaux FACA avec des gros couverts de Févrole. Donc là, on a une destruction assez simple du couvert. Donc, on choisit aussi un couvert qui se détruit facilement. Donc, tige creuse et les févroles, on est dans des systèmes où on cherche à stocker de l'azote et faire concurrence aux graminées. D'autres montages, là, voilà, il y a tout un tas de panels herse plate, rouleau gaufré. Euh, du binage aussi dans des systèmes ABC. On se laisse cette option d'arriver en pompier. Donc, roto-étrille, bineuse, encore une autre photo de montage. Je passe vite parce qu'il y a un gros panel. Voilà. Ça, c'est un outil très utilisé dans les systèmes notamment qui vont loin, qui est très cher quand c'est pas d'occasion. Ça coûte 80 000, 100 000 euros. Des bêches roulantes, donc cela de chez Compile, qui a un effet de mulching de surface. Donc c'est un peu le terme clé de l'ABC, un peu tout terrain aujourd'hui, que ce soit avec des outils animés qu'on va voir après, ou cet outil-là où il n'y a pas de prise de force. On va chercher à mélanger, brasser la matière organique en surface. Comme ça, on a un sol qui va tendre vers le sol nu, sans perturber dessous, que je sois de toute façon à l'été, en automne ou au printemps, préserver la vie du sol en dessous et casser la capillarité, voilà, essayer de moins travailler le sol, mais en tout cas, se mettre en situation de pouvoir semer, faire un vide sanitaire si nécessaire, mais voilà, travailler qu'en surface. Vous en avez aussi peut-être entendu parler de la marque Rollensem et donc la Lorbis qui a été développée. Donc là, vous avez différentes versions
La version actuelle, c'est celle-là qui a même été commandée donc par nos amis québécois avec qui on travaille. On a pas mal d'adhérents au Québec. Et c'est intéressant parce qu'ils ont une mentalité très différente de nous et une capacité d'investissement aussi différente. Donc là, ils ont carrément payé l'entreprise Ravensem pour qu'elle développe euh, le, l'outil en 9 mètres repliable. Et ils en ont commenté une dizaine. Donc là, il y a pas mal d'experts avec leur système ou eux. Ce qui les intéresse en France, c'est qu'on est en avance par rapport à eux sur la dégradation des sols. Et donc, vous voyez la qualité là de la couleur du sol. Ils sont à des matières organiques entre 8 et 12%. Et pour eux, on est un vrai laboratoire d'innovation parce qu'on joue avec des sols très compliqués. Là, on est chez Denis Ouellet en système ABC, maïs soja avec quelques cultures d'hiver, mais ça tourne beaucoup en maïs soja, en strip-till. Donc, l'interrant est géré. Là, il va semer son soja sur le travail du strip-till. Et il va gérer l'interrant avec l'orbis que vous avez là. Ils sortent entre 6 et 8 tonnes de soja en ABC et entre 10 et 15 tonnes de maïs en ABC aussi. Et là, pour nous, c'est vraiment c'est pas le même climat. Il faut faire attention aux comparaisons hâtives. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir dans des sols aussi riches en matière organique qu'il n'y a pas seulement un problème de minéralisation. Là, il y a des systèmes où on a vraiment réduit le travail du sol. Il y a du strip-till, mais on arrive à gérer l'enherbement dans ces systèmes-là et avoir des gros rendements, du coup, qui poussent le développement vraiment de ces systèmes-là. Là, je passe sur les outils animés. Donc, le première expérimentation qu'on peut faire rapide et quand on n'a pas de budget, c'est de modifier son herse rotative avec en soudant en boulonnant pour travailler à la place. Euh, de, voilà, donc, ça, c'était chez Devienne. J'ai travaillé dans les Garonne Att- et dans le Tarn. Donc, c'était les débuts. Il faut pas le faire en sol caillouteux. Alors, quand t'as juste, Je m'attarde pas à poser juste, des questions. quand t'as Pardon? juste, est-ce que tu peux répéter parce que du coup, comme t'avais la vidéo qui tournait, ça a fait bugger ton micro. Donc, est-ce que tu Ah peux oui, oui, répéter oui. ce que t'as dit? J'ai dit que euh, j'ai dit qu'effectivement ça peut permettre de transformer une vieille herse rotative en outil de scalpage. Et si on est en sol non caillouteux, de vraiment avoir qualité de scalpage. Et là vraiment, enfin la question qui va peut-être arriver, c'est oh là là, mais là on lisse énormément. En fait, si on attaque un racinaire dans des bonnes conditions, c'est comme une fraise rotative qu'on va voir d'ailleurs. Non, ça va arriver après, je l'ai pas là, ma fraise. Bon. Ça arrive dans les systèmes après. La fraise rotative, donc c'est un rotavator à axe horizontal qui avait été créé à la base pour faire des lits de semences. Là, on va restituer des couverts avec. Donc, s'il y a du racinaire, s'il y a un chevelu, je lisse pas forcément mon sol. Il y a du réglage à faire. Bien sûr, je peux aussi me créer des problèmes et de la semelle, mais il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui dans tout type de sol qui travaillent avec des rotavateurs. Autre exemple d'outil animé, enfin, et là, combiné de semis chez Frédéric Barbeau en Indre-et-Loire. Donc, un outil qu'il a fabriqué lui-même, c'est des herses rotatives tulipes sur parallélogramme. Il y en a deux séries de 3 mètres. Et là, l'idée, c'est vraiment il y a il y a beaucoup de toupies. C'est pour vraiment travailler très faiblement sur une chaume de sarrasin ou une chaume de tournesol. On enlève juste les petits réglages s'il y en a quelques-uns et c'est quasiment du direct. C'est qu'il y a un passage et le blé est semé. Donc avec une tête de distribution et trémie frontale où il sème en mélange févrole-blé en général. Févrole-blé-pois, il y a plein de mélanges. Je parlerai de ça après avec Frédéric. Un autre outil en ce moment qui se développe surtout dans le bassin parisien, qui nous vient d'Alsace et d'Allemagne, c'est le Quickfin. Qui est la combinaison en fait théorique d'un scalper avec des dents à ailettes et ça je vous invite à le taper sur YouTube aussi, vous aurez plein de démonstrations de QuickFin, qui est un outil donc très cher. Alors là, je dirais une bêtise sur le prix.
S'il y en a, n'hésitez pas. S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, on sait pourquoi c'est que des bosserons qui aujourd'hui investissent là-dedans. Et ça permet quand même de réduire beaucoup le travail du sol. Euh, voilà, j'ai pas d'agriculteur en suivi direct qui utilise cet outil. Il y a quand même une faible largeur de travail, mais ils s'en sont contents, sauf pour le rumex. Voilà, toujours pareil. C'est-à-dire que le rumex, quand on le coupe en petits morceaux et s'il repleut derrière ou que je l'enterre un peu, ben bon, il reprend quoi. Je veux bien Voir que je l'ai intervenir. coupé, il Attends, descend son plateau de talage. Oui, vas-y, je veux Germain. bien intervenir parce qu'on l'a en climat depuis, sur un autre climat à côté depuis deux Ah trois bah ans. parfait. Donc c'est 25-30 000 euros, je crois, sur 3 mètres. Donc oui, c'est cher. Par contre, sur les Remex, moi je l'aime bien parce qu'on peut couper Bien. à 10 centimètres. Désolé. Et on met vraiment les racines en l'air quoi, sans tout mélanger. Mais Ah, par contre, ça dépend à quelle profondeur on l'utilise. Ouais, ouais. mais c'est usurier Mais un peu et ça coûte, c'est cher. très bien. Mais c'est bien dans ce sens-là. Si tu me déments dans ce sens-là, c'est bien. Juste Combien il Quentin, reste de temps? juste Quentin, Ouais. ouais, c'était pour te le donner, il te reste environ 9 minutes et je vais t'en donner 10, allez. Ok, très bien. Bien sûr, en fonction de, voilà, on ajuste en fonction des aléas climatiques de l'année. Si on fait très attention aux graminées qu'on a semées dans un mélange de couverts ou qu'on a spontanées en tête raigrats, vulpin, chien-dent, folle avoine. Voilà, que dans les systèmes en ABC souvent, on se retrouve avec ce genre de plantes. Si on se retrouve dans une situation ligneuse, souvent on broie en amont de faire travailler du sol ou on est en élevage et on fait un métail, un ensilage où on fauche avant de restituer. Sinon, on bourre. On s'interdit pas de fissurer. Donc là, dans l'ordre, et donc Germain témoigne bien qu'il peut y avoir des labours dans une rotation qui cherche à faire de l'ABC et on essaye de suivre la santé de son sol. Mais globalement, on va essayer de réduire du coup le nombre de labours, réduire la profondeur des labours et aller plutôt vers de la fissuration. Et Germain en a bien témoigné, quand on continue le labour, c'est aussi en général en lien avec quel adventice. Je suis dos au mur sur mon année, j'ai besoin de faire une culture et j'ai telle adventice présente et je veux faire un reset. C'est souvent comme ça qu'on se retrouve à continuer les labours sur une ferme qui veut aller vers l'ABC. Les semoirs, donc on a vu déjà des semoirs modifiés, mais on a vraiment le semoir à dents et souvent très utilisé. On verra le Simtech après en thé inversé là chez Julien Guénaud. Là, on a dans Jamais, donc on est chez Jean Hameau, qui est d'ailleurs en agriculture de conservation conventionnelle mais bien, là voilà, là on est chez Régis Cartier qui est en ABC, ce moire fabriqué par Roll Sème, tiens, ça coûte 10 000 euros, trémie frontale, et il sème toutes ses cultures d'hiver, dont son soja, son colza aussi en plein, avec ça, donc c'est assez simple, et c'est tout terrain quand on a des résidus, on fait pas ça avec tous les semoirs à dents, il faut avoir du dégagement, quel type de résidus, mais ça permet de passer partout. N'hésite pas à me couper, Germain, si tu veux compléter de manière habile. On va aussi du coup se retrouver souvent à semer différentes graines, des mélanges, cameline lentilles, févrole blé, donc différents montages. Là, on est chez Jean-Christophe Badir, Alain Cartier aussi, d'autres agriculteurs. On a des répartiteurs devant les peignes ou ouais, rajouter derrière un Gaspardo Directa ou je sais plus le semoir à droite. Il est rouge, mais je dirais une bêtise. On Ça, utilise ça aussi marque. Là, ça on est. beaucoup, ouais, pour Ouais, les vas-y. semis de trèfle dans le blé. J'en ai pas parlé dans la palette d'outils ABC, c'est vraiment de Comme semer ça. des trèfles dans les céréales et c'est le couvert est déjà implanté l'année d'après. On utilise ce genre de palette sur le semoir combiné aussi. Voilà. Et là, d'ailleurs, ça me fait penser, bon, je voulais rebondir tout à l'heure sur Bernard, si je me trompe pas de prénom, mais il y a vraiment aussi, oui, souvent, les étudiants qu'on a sont très intéressés par le matériel. Et du coup, c'est souvent de prendre le contre-pied, enfin, je prends moi en tout cas ce que je fais, d'aller encore plus dans le technique et dans le matériel, en fait. Si vous voulez vous épanouir dans la technique matérielle et que vous vous revendiquez bon, eh ben, arrêtez le labour, en fait. Je caricature là, mais en fait, on peut aller très loin dans le machinisme ABC et être très fin en agriculture intégrée en ABC aussi, et avec des revenus décents et tout ça. Bon, bref, on va en parler. Là, on a du coup un semoir à disque double trémie pour faire des cultures d'hiver aussi. Très basique.
rouleau gaufré pour couper les résidus de culture. Et derrière, on sème. Germain vient d'en parler, on sème beaucoup. Avec de plus en plus d'étés très très secs. C'est une assurance d'avoir déjà un couvert à la moisson, sous nos céréales notamment, ou même sous le millet ou le sarrasin, ça peut faire, mais c'est essentiellement, voilà, par exemple, au dernier passage de RC Tri, au passage de RC Tri au printemps, bah, on sème des trèfles, différents types de trèfles en fonction de la rotation, ou au DP12 avec un passage de RC Tri aussi derrière, ou si le sol est un peu avant une pluie, par exemple. Voilà, pour faire de l'adhérence entre la graine et la racine. Là, je vais passer extrêmement vite. Je vous ai mis les diapos, mais Germain en a déjà parlé. C'est le STIR, donc le Soil TH Intensity Rating, donc qui est quelque chose de très normé pour comparer son travail du sol. Donc là, il y a les différentes biblios. Thomas Quenier aussi, Vambio 53, d'ailleurs en lien avec Germain et son groupe, a travaillé et donc son étudiant en alternance, Vincent Passard, tout un mémoire sur le STIR pour aboutir à un ITK performant en ABC. Performant pour nous, c'est quoi? C'est la rentabilité économique, donc de la marge. Et en moyenne, c'est quoi? Euh, Quelle profondeur de travail en moyenne? Quel nombre de passages? Et là, on se rend compte, ce qu'a dit Germain un peu tout à l'heure, des fois, dans la rotation, ben, on fait un labour pour réduire le travail du sol au global. Voilà, l'état actuel des connaissances. Du coup, vu qu'il doit me rester 5 minutes là. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je vais aller sur l'itinéraire technique. Donc, je vais passer très vite sur les autres points. Là, vous voyez, c'est la première brique d'un système ABC. Donc, c'est comme si je suis régisseur et j'ai mon tableau de régie là. Donc, c'est un des leviers de travail du sol, mais à activer de concert avec les autres leviers, qui sont notamment la connaissance de la génétique des plantes. Et là, souvent, on n'est pas forcément bon. Et en plus, on a des génétiques de plantes qui ont été sélectionnées pour le système dominant, donc avec du NPK, avec tout ce qu'il faut, et donc des fois inadaptées. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain et aller vers des variétés forcément anciennes qui ont des faibles potentiels de rendement et dans des situations fertiles vont verser. Bref, donc il y a des justes milieux. C'est un énorme sujet. Je m'attarde juste sur un point, sur le taux annuel de décroissance à germer des graines. Par exemple, en système ABC, sans labour, on gère le régras par rapport à ça, parce que le régras, c'est son point faible. Et un autre sujet aussi, par exemple, le chardon. Comment on gère le chardon? Ben, on peut le gérer avec un essimage ou de la fauche, parce qu'en fait, il y a des moments, si on connaît le développement, le cycle du chardon, il y a des moments où il est vraiment faible, et en fait, sans travailler le sol en profondeur ou sans le travailler durement l'été, on peut gérer nos pressions chardon. Tout ce qui est angles couverts végétaux, il y en a différents types. Vous aurez l'occasion de lire et d'aller voir Acacia, je le donnerai en ressources dans les échanges, mais si vous ne connaissez pas, vous devez aller voir le travail du GI2 de Magellan et de Michael avec donc un tableur là, d'accompagnement à créer ces mélanges. Il y a la méthode Merci, il y a plein de sujets sur les couverts. Moi, je vais m'arrêter juste sur cette diapo pour dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit aux agriculteurs, c'est plus c'est diversifié, mieux c'est, moins c'est cher, mieux c'est, et qu'après, en fonction de chaque situation, on réfléchit différents systèmes, et donc, en gros, enfin voilà, on essaye de diversifier, et en fonction de où est positionné le couvert, on va choisir quelque chose. Les cultures associées, je vous ai mis aussi des exemples pratiqués sur le terrain par des agriculteurs. Millet soja, millet sarrasin, lentilles, cameline, tout ce qui est blé associé à des légumineuses. Et ça, le projet Perfcom de l'INRA a aussi montré que une graminée en association avec les légumineuses a une meilleure nutrition en phosphore. Et encore une fois, c'est pas une paille pour le rendement et la marge économique derrière. Je voulais m'arrêter, mais on en a parlé du colza associé. Là, c'était un exemple de réussite franche. C'est une année sur 5. Mais voilà, par exemple, là, il y avait 2400 euros de marge hectare. Donc, comment on réfléchit le colza? C'est la culture très difficile en ABC. Et donc, l'exemple de Germain était assez éloquent de réduire les charges opérationnel et finalement sélectionner au printemps. Qu'est-ce que je laisse en colza? Qu'est-ce que je passe en couvert végétal devant une culture de printemps ou d'été? Là, c'était l'exemple chez. Voilà. Ça, c'est aussi le mélange et des photos de chez Germain.
Je passe sur ça. Je passe sur donc le millet soja. Sachez que c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Le seul souci actuellement, c'est qu'on mange pas assez de millet en France. Lupin blé, c'est dans les sols acides. Donc là, si vous voulez de la donnée sur ces exemples-là, faut aller voir chez la plateforme Sky, chez David Guy, entre Nantes, à côté de Nantes. Tout ce qui est mélange haricots, maïs, ça marche très bien. On a juste un gros souci de machinisme qui n'est pas adapté aujourd'hui. Donc, ce serait, ce serait par exemple intéressant de développer des essais en lice agricole. Et en tout cas, nous, on essaye d'en faire avec la famille Lignot. Il y a beaucoup de choses qui sont en cours euh, sur, euh, sur des maïs haricots. Tout ce qui est agroforesterie, je vous ai mis aussi de la data, différents exemples, plus ou moins sexy. Voilà, là, on est chez Germain où il y a de la vitiforesterie aussi, un peu. Et les alignements de robinet qui sont des légumineuses pour amener de l'azote dans le système, notamment. Euh, les biostimulants, je passerai très vite parce que c'est le sujet justement où on dit souvent, c'est pas forcément par là qu'il faut commencer l'ABC parce que ça peut coûter beaucoup de sous et c'est pas, c'est un catalyseur ça peut faciliter le retour d'un sol vivant. Je caricature et je vais encore une fois très vite, mais ça peut coûter cher. Tout ce qui est apport exogène, compost, BRF, tout ça, voilà, il y a plein de choses sur ce sujet-là aussi. Diversification assaisonnement, ça vous connaissez, je pense. Et donc, je vais garder les 2 minutes qui doivent me rester. Non, normalement, Pour... t'es dépassé. Je vais passer. Ouais. Mais Euh, je te laisse juste conclure et après on passe aux questions, s'il te plaît. ok, très bien. Je vais conclure sur Frédéric Barbeau. Tac, voilà. Sur deux itinéraires techniques type où là, par exemple, on est chez un agriculteur en céréales. Donc, en fonction de l'enherbement, il va cumuler différents itinéraires techniques. Des écartements de semis, par exemple, à 20 centimètres. Si jamais il y a des aléas climatiques, il se laisse la possibilité d'arriver en pompier et biné. Voilà. Et en culture d'automne, on voit qu'il peut y avoir du semi-direct aussi si on est propre, si on est nivelé. Euh, voilà. J'ai mis donc des références que vous aurez pour Julie Guénaud aussi. Et la conclusion, j'y arrive. Laisse. Ah, ça arrive là. Tac, tac, tac. Après, j'avais des pistes, mais ça, on va peut-être en parler en plus, non? Pistes pédagogiques et de ressources. Sinon, là, voilà. Et éventuellement J'ai, dire, Quentin, éventuellement dire que Ouais, voilà, dis-moi. en janvier, Oui, vous faites des rencontres, ouais, pour ceux que ça on fait intéresse. des rencontres donc de l'ABC si ça vous intéresse de rencontrer des pionniers de l'agriculture bio de conservation en France. Mais là, il y aura également une délégation québécoise et une délégation suisse. Euh, à Châtenay, à côté de La Roche-sur-Yon, en Vendée, 3 jours, avec une journée conférence le 28, ouverte à tous sur inscription le 28, pardon, en novembre. La billetterie sera ouverte en novembre. Et on demande une participation, c'est pas gratuit parce qu'on a une limite de place et qu'on n'est pas totalement, c'est en partie subventionné cet événement, mais reste indépendant. Ok. Euh, Co-organisé avec le GAB de Vendée et la Chambre d'agriculture de Pays de la Loire. Voilà. Super. Bah, merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Germain, merci beaucoup Bernard. On a quelques questions que j'ai récupérées dans le chat. N'hésitez pas à en poser d'autres si besoin. On avait une première question, donc c'était pour Germain. Lorsque tu expliquais le type de fertilisation, la question c'est pourquoi ce type de fertilisation? Et la deuxième question sous-jacente était pourquoi ne pas faire d'analyse de sol en parallèle des pesées et de l'azote? Alors, est-ce que la question elle porte spécifiquement sur l'essai, Bah, du coup, tu la penses? personne qui a posé la question peut-elle... Oui, oui, c'était sur l'essai. Alors, pourquoi ce type de fertilisation? Donc, comme je disais, on cherchait à soit exacerber la fin d'azote, dans le système où on travaillerait pas le sol, où il n'y aurait pas de minéralisation, en mettant en plus du bois. Est-ce qu'on va vraiment faire une fin d'azote? Et le fait de mettre du fumier, c'est l'inverse, puisque dans mon ITK normal, à ce moment-là, je ne mettrais pas de fumier.
là, on va mettre du fumier pour augmenter l'azote disponible et pour voir comment ça réagit en fonction du travail du sol et de la minéralisation. Et donc, il y a eu des analyses sur les fuites d'azote et sur... enfin, voilà, on va pas présenter tout aujourd'hui. Donc, on avait fait un webinaire pour présenter les résultats. Euh, et donc, Ok. analyse bougie poreuse, analyse APV, azote potentiellement APM, pardon, azote potentiellement minéralisable. Après, des analyses de composantes du rendement à différents moments de l'année pour voir les dynamiques de talage. Euh, voilà, c'était aussi ce qu'on voulait voir pour faire du rendement en blé derrière. Et il y a eu la protéine sur les céréales. Je suis pas sûr de ça. C'était prévu, mais ça n'a pas dû être. Ok. Merci. Pour Bernard, la question était voilà, tu posais les bases de fonctionnement du sol, vous introduisez donc les enjeux, et bon, j'ai vu que tu avais un petit peu répondu, mais est-ce que tu peux donner une petite réponse que ce que tu as fait dans le chat? Voilà, est-ce que vous rentrez dans le détail en travaillant sur des problèmes concrets du territoire, notamment à faire résoudre par les jeunes? Voilà, première question. Et deuxième question, c'est sur les jours sur l'agriculture du futur. Comment est-ce que vous lancez les débats? Est-ce qu'il y a des visites, des vidéos TTP? Donc première question, c'est est-ce que vous rentrez dans le détail en travaillant sur des problèmes concrets du territoire, éventuellement à faire résoudre par des jeunes? Euh, non, en fait, il y a toute une approche sur le fonctionnement des sols qui est, c'est une approche pédagogique. Déjà, c'est les bases de bon, c'est des ACD1. Ils ont des compétences qui sont pas forcément communes à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont des niveaux très faibles. Donc, on fait les bases de l'agronomie. Et ensuite, on prend comme support la ferme du lycée. On fait des sorties, on fait des profils culturaux. On fait un profil pédologique aussi pour voir un peu le sous-sol. Et on travaille à partir de ces diagnostics parcelles. Et donc, non, c'est pas une approche territoriale. C'est une approche sur des types de sols spécifiques de l'exploitation. Parce que d'ailleurs, une approche prétoriale ne serait pas forcément adaptée parce qu'il y a une diversité des sols et enfin, ça ne nous semble pas la meilleure entrée. Je sais pas si j'ai répondu à la première question. Bah, c'est du moins ta Ouais, réponse. ouais, Et la deuxième question, c'est comment se oui. passent tes 2 jours sur l'agriculture du futur et comment lancez-vous les débats? Alors, alors, ça se fait. Bon, déjà cette démarche sur 2 jours se fait en collaboration avec le groupe QSV, avec l'ANFA de Toulouse. Donc, on travaille avec avec un groupe d'enseignants-chercheurs. Et donc, c'est enseigner les questions socialement vives. Et donc, l'objectif, c'était de voir un petit peu comment les jeunes appréhendent l'agriculture du futur. Donc, il y a toute une démarche, il y a tout un protocole. Enfin, je peux le donner, je pourrais le faire passer s'ils me communiquent leur nom et prénom. Je pourrais faire Bah, passer le si t'es protocole. d'accord, ouais, carrément. Ouais, tout à fait. Donc, c'est sur 2 jours. L'essentiel, c'est que les jeunes soient acteurs. Il y a une démarche enquête, c'est-à-dire qu'ils font une enquête à l'extérieur pour savoir si la perception qu'ils ont de l'agriculture du futur correspond aux attentes des citoyens, quel que soit le citoyen. Bon, ça se fait sur la ville de Châteauroux, ça se fait sur le lycée, par exemple sur les gens qui travaillent dans l'établissement, pas forcément les enseignants. Donc il y a une démarche d'enquête, il y a une démarche de restitution avec des agriculteurs. Et donc ça fonctionne assez bien. On fait ça depuis 5 ans maintenant. On répète ça et ça. Bon, l'objectif, comme je l'ai déjà dit, je me répète, mais c'est d'avoir des échanges entre les apprenants et puis que cette démarche de posture ne soit pas là, qu'il y ait un débat entre eux et ça fait avancer les choses. Mais je pourrais donner le protocole précis parce que je l'enverrai aux gens qui m'ont questionné. Ok, super. Merci beaucoup, Bernard. Ouais. Une autre question maintenant pour Quentin plutôt. Est-ce que vous avez des résultats ABC sur les cultures en maraîchage sous abri par exemple, en arbo, en vigne, et ton avis, votre avis sur la faisabilité dans ces filières? Alors, on a moins caractérisé ça, nous, personnellement. Donc là, on est en lien, notre coprésident, c'est Guillaume Elwin. Donc on peut passer aussi du contenu par rapport à ça, donc qui est dans le Calvados, mais donc on est aussi en lien avec Alban Réveillé et Pierre Besse qui font des formations MSV-ABC. Et donc notamment Alban Réveillé, lui, c'est son système, effectivement, il est sur planche permanente 100%, avec des apports de broyat aussi qui ont été massifs au début. Et donc enfin, on, on-
je pourrais passer du contenu, mais nous, moi, j'accompagne pas directement des maraîchers. Voilà, plutôt je me forme en fait aussi parce que je m'installe dans cette situation-là. Et dans ce cadre-là, il y a aussi Christian Dubruck, qui est un conseiller indépendant. Il y a des vidéos aussi sur lui. Et d'ailleurs, j'ai vu passer, je crois, une question sur des capsules vidéo aussi. Il y a, il y a pas mal de contenus qui existent, notamment, il faut regarder les chaînes, donc par rapport à ça, bon, sur Vers de Terre Production, il y a à boire et à manger, il y a plein de choses. Mais il y a aussi la chaîne du Gap Vendée, qui a fait plein de capsules vidéo sur l'ABC. Le CIVAM Bio 53, bon, on a une petite chaîne YouTube aussi, mais seulement sur les témoignages des rencontres de l'ABC passées. Et après, donc sur le maraîchage, c'est très lié au maraîchage sur sol vivant, finalement. Et aujourd'hui, grosse question sur les apports de matières organiques exogènes, d'où ils viennent. Et en viticulture, il y a tout le sujet de la vitiforesterie, enfin de repenser aussi les systèmes. Parce que dans l'ordre de dégradation des sols, hein, le pire, c'est la vigne, avant la grande culture. Et ensuite, on va vers l'élevage. En gros, les systèmes en élevage, même loin de l'ABC, souvent on part de systèmes qui sont moins dégradés et on a plus de leviers d'action. La vigne, historiquement, elle était déjà dans des sols pauvres parce qu'elle supporte des sols pauvres. Et donc, quand on a en plus intensifié les pratiques, on se retrouve avec des situations qui peuvent être très critiques, comme on connaît aujourd'hui dans l'Aude où il y a énormément de bio qui voudraient aller vers l'ABC, mais il y a des gros soucis. Parce il y a le sujet de l'eau aussi, dont on n'a pas du tout parlé, mais en ABC, on cherche à arrêter de travailler du sol et faire l'intensification végétale. Là, quand on n'a pas d'eau, comment on fait? Donc, c'est un vrai sujet. La grosse approche aujourd'hui, c'est de repenser même la place des ligneux et donc des haies, tout ce qui est agriculture syntropique, jardin, forêt, tous ces termes-là que vous avez peut-être entendus. Donc là, on est en lien, nous, avec le Maghreb et donc le Maroc et la Tunisie sur des systèmes euh, euh, mécanisés d'oasis, c'est-à-dire il ne pleut plus. Donc, quelle plante pour capter l'eau dans l'air et la remettre dans le système? Bon, là, je digresse, mais voilà, donc c'est très dans les systèmes euh, de culture pérenne et en maraîchage, voilà, il y a beaucoup de choses et je pourrais peut-être rajouter des liens sur la présentation par rapport à ça. Ok, bah super, merci. Et là, bah, pour le coup, c'est une question très générale, donc pour Germain, Bernard ou même toi, Quentin. Concrètement, à votre avis, que manque-t-il pour faire des démonstrations ou de l'expérimentation avec des exploitations agricoles des lycées? Je sais pas qui répond. Et bah éventuellement donne. Je peux répondre. Je peux répondre. Enfin, Vas-y. Oui, oui. ouais. Alors, ce type d'expérimentation, elle se fait sur plusieurs années, donc c'est des expé-systèmes. Donc, faut faire des projets sur plusieurs années. Donc, ça demande une coordination des équipes enseignantes parce qu'elles se succèdent sur certaines filières. Donc, c'est surtout le suivi. Faut assurer le suivi sur plusieurs années. C'est ce qui change un peu par rapport à des expé. On faisait des expé factoriels sur une seule année, c'était un peu plus simple. Donc, enfin, la principale difficulté, c'est le suivi sur plusieurs années avec des équipes enseignantes qui peuvent changer. C'est une application à long terme si on veut avoir des résultats fiables. Ensuite, c'est le problème parce que ce qui est de mieux, c'est que les étudiants soient en capacité de gérer l'expérimentation. Et donc, c'est un peu difficile parce qu'il y a des périodes de vacances où ils sont pas forcément là. Donc, il faut vraiment avoir bien impliqué les salariés de l'exploitation. À Châteauroux, on a une bonne équipe en termes de salariés. Donc, ça, c'est aussi un point clé pour qu'ils puissent réaliser les travaux durant les périodes scolaires notamment. Et puis, il faut une disponibilité du matériel durant les heures d'agronomie notamment, mais comme le BTS maintenant c'est une approche capacitaire, même les autres profs sont plus impliqués. Donc nous, on a les profs par exemple, la prof de maths qui fait de l'expé, qui peut les lâcher pour aller sur le terrain, ce qui n'était pas possible avant. Donc enfin, il faut bien impliquer l'équipe enseignante pour leur dire que finalement, l'approche capacitaire, eh ben maintenant, ils doivent s'impliquer sur le terrain, ils doivent laisser les élèves aller sur le terrain.
Donc, ça permet de multiplier les périodes où ils peuvent aller sur le terrain. Donc, c'est le cumul de ces trois ou quatre choses qui permet de suivre les experts parce que c'est des experts à long terme. Et puis, il y a un dernier point qu'on réalise avec les étudiants, c'est la sauvegarde des données. Et ça, c'est un travail important pour eux parce que comment sauvegarder les données, ces données, faire en sorte qu'elles soient restituées d'une promo à une autre. Donc ça, c'est important parce que les étudiants y passent et le relais, il doit se faire. Et donc, il faut des données qui soient accessibles, qui soient compréhensibles pour les autres étudiants. Donc, il y a tout un travail qui se fait avec les étudiants, qui prend du temps, mais qui est très intéressant. Et c'est vraiment une approche capacitaire. Donc, il y a plein d'intérêts dans ces domaines-là, d'avoir une exploitation. Bah, bien sûr, il faut que l'exploitation soit d'accord pour avoir cette démarche. Et puis, ça peut être un peu coûteux pour l'exploitation. Il faut un budget aussi. Ok, Voilà. merci Bernard. Quentin Germain, une rapide réponse, et puis après, ce sera le mot de la fin, s'il vous plaît. Moi, je veux bien, et une rapide, par exemple, la ferme du lycée agricole de Château-Gontier dans le sud Mayenne, enfin, la personne qui travaille les cultures participe à nos groupes d'échange. Donc, ça fait du lien, avec les paysans locaux et du coup, bah, des fois, il y a des journées là-bas, donc, et des fois des essais aussi. Donc, le lien avec les paysans autour, c'est intéressant aussi, je pense. Ok, Ouais. merci. Je compléterai pareil que je crois que j'ai reçu en formation ABC les équipes du lycée de Châteauroux, il me semble, qui sont venus avec le GDA Bio de l'Indre. Et, un bon exemple aussi, c'est moi je pense qu'on peut vraiment, tout le monde peut, s'il y a une volonté, qu'on ait du budget ou pas, c'est possible. Et ça me fait vraiment penser même l'INRA a réussi aujourd'hui avec toutes ces contraintes de recherche. Donc il y a l'UMR Agir qui a une plateforme en ABC dédiée avec du coup une continuité, enfin et des mélanges en fait au sein du système de culture, il y a des essais factoriels. Donc de digesta par là, de microplacettes. Donc c'est aussi en fonction de des capacités et du lien avec effectivement là le sujet de cette UMR aussi, ça a été de co-construire la rotation avec les salariés et les praticiens qui étaient plutôt dans des pratiques très conventionnelles. Et donc aujourd'hui, ça se nourrit dans les deux sens et finalement, le technicien qui est très bon aussi en conventionnel, il va devenir très bon techniquement en ABC. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il fait. Enfin, il apporte aussi énormément de, de réel et de réalité. Très bien. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Quentin, Bernard et Germain, donc pour cette présentation bah, de votre travail, de votre façon de travailler, et puis aussi de votre enthousiasme vis-à-vis de cette agriculture qui est l'agriculture biologique de conservation. Merci également à tous ceux qui participent, qui assistent à ce webinaire. Je crois que j'ai fait un record hein, à la bergerie en termes de participants. Donc merci beaucoup. Je vois que la thématique intéresse. Je vous enjoins vraiment, si vous en voulez en savoir plus, à vous rapprocher justement de l'association. J'imagine, Quentin, que on peut trouver des agriculteurs dans le coin des différents lycées qui sont présents ici, justement, si l'envie prend un enseignant formateur ou même au DEA, tout simplement, ça d'aller visiter, d'aller rendre visite pour s'inspirer, etc. Voilà. Un grand merci. Évidemment, vous recevrez tout d'ici voilà cette semaine, fin de semaine ou la semaine prochaine, la vidéo pour revisionner si besoin, et également les documents support qui ont servi pour que vous puissiez avoir au propre, on va dire, les différentes références et les différentes informations. Voilà, Quentin, Germain, Bernard, le mot de la fin et on y va. Bonne année scolaire à vous. Ouais. De même, bonne année et nous faites pas dire que l'ABC c'est un truc de rêve, c'est rêver les pieds sur terre. C'est-à-dire que, voilà. Soyons créatifs, mais avec les enjeux économiques et la situation actuelle. Ben, je vous souhaitais vous remercier aussi. Puis c'est vrai que c'est un sujet passionnant et qui peut passionner les étudiants. Et mettez en place des expés sur vos exploits si vous avez la possibilité. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous et au plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt.